Bon les gars, vous savez qu'on vous donne des news et qu'on discute de différents sujets de temps en temps sur le podcast. Eh bien le nouvel épisode, c'est aujourd'hui. Au programme, l'actu de la chaîne et celle de Jordan, notre regard sur le YouTube actuel, quelques débats sur le matériel, un petit tu préfères et beaucoup d'autres sujets. J'en profite aussi pour vous dire que pour l'été, on organise un nouveau jeu concours sur la boutique. Pour participer, c'est très simple, on comptabilise chaque commande supérieure à 20€ comme une participation et on vous fait gagner 5 bons d'achat de 100€ pour que vous ayez un maximum de chances de gagner. Sans doute le moment idéal pour vous prendre un t-shirt ou ce que vous voulez. Et ben voilà, je vous laisse en notre compagnie, bonne écoute et abonnez-vous. Il y a la mise au WAMP, comme on dit. Ah, c'est bon. On est bien ou pas? Bah ouais, cool là. On ressort encore d'une journée de tournage hier. Une journée de tournage, ça veut dire 10 heures en plein soleil. Jordan s'est étalé du baume anti-soleil aux homosexuels. Alors que moi, comme tout homme viril, j'ai juste attrapé un cancer de la peau. Ouais. Donc c'est bien. Si je suis rouge, c'est normal. Je me suis badigeonné toutes les 15 minutes. Ouais. Jordan, retour au podcast. On en fait un tous les 1 an et demi. Ouais, bah oui. On tient les gens au courant pour savoir un peu ce qui se passe de nouveau. On a prévu un petit tu préfères dans le podcast qui va être très sympa, on vous montrera après. On commence un peu par les petites news, ce qui s'est passé, parce que le dernier podcast, il date en gros, on l'avait tourné en février 2025. Donc là, on est actuellement en mai Ouais, il y a de l'eau 2026. qui a coulé sous les ponts, ouais. Donc il s'est passé 2-3 trucs. Bah vas-y, que je démarre pour les raconte ta news vie, hein, tu es chez toi, fais-toi plaisir. Oh, je démarre, c'est Jordan qui me propose. Les news de la chaîne, il y a eu moins de vidéos que d'habitude, parce que en termes de projet pro et perso à côté avec la ferme, il y a eu d'autres choses qui ont été faites qui font que ça prend un peu de temps. Ouais. Beaucoup de travaux. C'est la première fois qu'on fait le podcast dans ce bureau. Ouais. Parce que la dernière fois on l'avait fait dans le salon. Et donc là il y a eu pas mal de travaux, ça a pris pas mal de boulot l'année dernière. Mais le résultat est sympa, je pense. Ouais, c'est... Le studio est cool. Impressionnant, ouais. Et il y a eu quand même 2 gros projets vidéo sur lesquels je voudrais revenir. Le premier c'était le 1000 mètres à la 22, ouais. Qui était quand même très très sympa. Ouais, il partait d'un espèce de calvaire, j'ai l'impression, où on a mis presque 2 ans à le faire. En fait, faut bien vous rendre compte. Avec peu de motivation. On s'est dit, ça va être une vidéo infernale à tourner. C'est et ça. on va pas du tout prendre de plaisir. Et c'était tout l'inverse. Et au final, c'était hyper cool. Ça a bien marché. Vivement la prochaine, hein. Peut-être que il y a la prochaine qui est en suspens. Peut-être. Et très content de cette vidéo, autant sur le point balistique, parce que c'était dingue, que sur la réelle de la vidéo, parce que je suis content, on a fait vraiment un beau truc. Ouais, c'est vraiment propre. Il y a eu, dans les trucs nouveaux, il y a eu de l'investissement matériel là en 1 an. Conséquent. Ouais. Mais bon, ça permet de mettre à Jordan un truc en forme de chibre juste devant, et ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Stress, ouais. Et même en termes de vues, la vidéo a passé les 130 000 vues largement. Et je pense que dans les gens qui font du TLD, tout le monde l'a vu. Ouais, on en entend beaucoup parler, ouais. Donc ça, c'était plaisant. Donc comme on disait, il y aura une suite bientôt. Ouais, j'espère. Hein. On ne sait pas. Et on y travaille, en tout cas, sachez qu'on y travaille. Et l'autre gros projet, c'était le chamois. Ah, le chamois, ouais. Le chamois, c'était très sympa. Et qui est un personnage charismatique. On a rencontré Étienne, qui est devenu la mascotte de la chaîne en termes de chasse. Ouais. Étienne, vraiment une bonne personne, quoi. Une trop bonne nouvelle. Étienne, je sais que tu nous écouteras. Hâte de te revoir. Et vraiment, c'était incroyable. Autant sur le plan rencontre avec Étienne, ouais. que sur le plan le moment qu'on a vécu tous ensemble, qui était vraiment super. Ouais. Et même que la vidéo, je suis très content de ce qui a été produit. Mais ouais, très content d'avoir passé 2 jours avec Étienne. Personne charismatique. Vraiment, les parents ont fait du bon travail, un mec bien élevé, ouais, c'est vraiment super un peu vieille France, fiable, tout ce qu'on trouve plus aujourd'hui, quoi. On en parlait avec un copain la dernière fois, on disait des gens qui ont des personnalités où tu te dis pas, ah lui il me fait penser à quelqu'un d'autre. Étienne il te fait penser à personne d'autre. Étienne il est unique. C'est le personnage principal. Exactement, ouais. Et c'est vraiment un super gars, donc on lui fait une grosse dédicace. Et je pense qu'on refera des vidéos avec, parce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait faire. Avec plaisir. Dommage qu'on soit tous à des points géographiques qui nécessitent de rouler pendant des heures, quoi. Mais ça ferait plaisir de le voir plus souvent, ouais. Étienne, super gars, donc vraiment super rencontre. Et ouais, c'est vraiment les 2 gros projets vidéo. Après, il y a eu pas mal d'autres vidéos qui ont été sorties, mais qui étaient moins ambitieuses en termes de vidéos. Et là, après, pour parler un peu de la suite des projets, on va rester un peu sur ce plan de faire par an 1, 2 à 3, mais plutôt 1 à 2 très gros projets qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Et vraiment un truc qui est très ambitieux. Et à côté, vous faire d'autres vidéos qui sont un peu plus cool, comme ce qu'on a tourné hier,
qui était vraiment cool aussi, et je pense que ça leur plaira. Ouais, ça nécessitait un peu du grand bazar, ce non cadré et totalement freeride, quoi. Dites-vous qu'on sort 13 armes pour tirer en moyenne 2 cartouches par arflag. Ouais, c'est ça, ouais. Aucune logique. Mais un super moment. Ouais, c'était très bien. On J'ai n'a bien pas aimé. énormément tiré, mais l'après-midi, on s'en rappellera, je pense, pour le coup, comme étant une C'était bonne vraiment bien, après-midi. ouais. On fait des tournages le matin qui démarrent à 13h. C'est ça. Bon. Qui nous entraîne à rigueur. Je pense que ça vaut le coup, ouais. En fait, les trucs les plus travaillés, des fois, au final, on n'est pas forcément satisfait. Et les trucs les plus... ouais, on verra ce qui se passe. Au final, ça se passe toujours bien. Alors, c'est pas travaillé en termes de. Comment dire, de tournage, mais Ouais. par contre, en termes de montage, je te garantis que ça va être travaillé parce que c'est un bordel. Je pense qu'il y a quelques heures de taf, ouais. Mais ça rend toujours, c'est des projets qui sont sympas à faire et pour le coup, tout le monde a bien apprécié. Donc, ça, c'est cool. Et là, donc, sans trop vous teaser, il y a en effet un très gros projet là qui est en attente et il y en a 2 autres aussi qui sont assez gros. Et après, il y a pas mal de petites vidéos qui vont arriver, des présentations de flingues, des tests de trucs. Et autant je suis content de faire des projets très ambitieux, autant j'ai plus de problème maintenant à refaire une vidéo très simple sur des concepts dont on n'a plus trop parlé, des trucs comme je faisais au début sur on va refaire des vidéos sur le choix du matos, des choses comme ça très basiques que les gens demandent en fait, parce que les anciennes vidéos choisir son matos ça a 4 ans, il y a des choses qui ont un peu bougé. Donc j'ai pas du tout de mal à refaire une vidéo un peu simple comme ça, mais à côté aussi à refaire de gros projets. Après, je pense ce qui est important, c'est de pas tomber dans le train-train de faut faire une vidéo pour faire une vidéo, chose que ben, les gens qui vivent de ça, au final, sont obligés de faire. Il faut en sortir une par semaine. Tu sens que le gars a dû faire un énorme effort mental pour le faire parce que tu vois qu'il a pas envie. Et c'est vrai que là, ce qu'on a tourné hier, par exemple, il n'y a aucune pression, quoi. Et on sait que les gens vont apprécier parce que justement, il n'y a pas on force pas, quoi. Je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit, ouais. Vaut mieux faire une vidéo tous les 3 mois qu'une par semaine qui est relou et tu regardes Bah, plus c'est ce qui après, s'est quoi. passé là. Enfin, il y avait eu moins de temps pour faire des vidéos et je me suis pas dit, vas-y, je vais faire 2-3 trucs à l'arrache pour combler. Et comme je disais, j'aurais pas de mal à refaire des projets moins ambitieux, mais c'est quand même des trucs que j'aurais envie de faire. C'est pas des trucs forcés. Nous, faire des vidéos, c'est pas ce qui rapporte de l'argent, de faire des vidéos. Donc en fait, on n'est pas obligé d'en faire comme ça. Par contre, ce qui ferait perdre de l'argent, c'est de commencer à faire des vidéos de merde. Et du coup, au fur et à mesure que les gens se disent, bah eux, ils font juste ça à l'arrache et ça, c'est pas bon. Autant pour le plaisir que pour le Ouais. reste. Ben, moi, pour prendre mon exemple en tant que gros consommateur de YouTube, puisque je ne regarde pas la télé comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, il y a des YouTubeurs que j'ai regardés, je vais dire depuis le début pour certains, tu vois. Et aujourd'hui, quand je les vois popper dans mes recommandations, je dis ah non. Parce que tu sens, en fait, c'est devenu trop récurrent, c'est devenu l'industrie, tu vois. Le gars, il sort des vidéos parce qu'il faut sortir des vidéos, sinon, bah, il n'y a plus de revenus. Mais des fois, il y a des trucs, tu regardes, tu dis, ouais, c'est nul, quoi. Je trouve aussi qu'il y a une vraie perte de quantité de volume de vidéos. Tu vois, il y a 5 ans, il y avait une quantité de mecs qui faisaient des vidéos de tir, je trouve que c'était énorme. Et C'est j'ai vrai. l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui quand même. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés dans un but financier, à mon avis. Enfin, je sais pas, peut-être je me trompe, hein. Et au final, bah, tu ne peux pas vivre d'une chaîne YouTube de tir. Tu le sais très bien. Les micros, là, il faut les acheter. Ça fait peur. Pour les rentabiliser, je pense qu'il va falloir faire beaucoup de vidéos. Ouais, c'est ça qui doit casser le rythme. Le gars, il regarde ses revenus, il voit que sur une vidéo qui a pris 40 heures, il a gagné 100 euros, il se dit, bon, ben, ouais. Je suis mitigé sur l'aspect argent sur YouTube parce que je pense qu'il faut avoir un entre-deux, c'est-à-dire si tu le fais que pour l'argent, ça fonctionne pas parce que t'as pas le côté passion et t'as pas l'envie de le faire. Du coup, ça devient un boulot du quotidien. Mais en même temps, c'est quand même à voir comme une entreprise. Parce que justement, je pense que les mecs qui se disent non, mais moi j'investis pas, je continue à faire comme je fais depuis 10 ans, t'as pas d'évolution et en fait ça te bride dans ton contenu et les gens le voient. Et du coup, tu te retrouves avec ce que tu mentionnais, des chaînes qui. Tu prends une vidéo qui a 6 mois, une vidéo qui a 6 ans. Bah, c'est pas flagrant c'est pas flagrant quoi. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins, entre guillemets, qui sont potentiellement mises en avant par l'algorithme. Mais je remarque quand même qu'il y a beaucoup de petites chaînes. Énormément même d'ailleurs. J'en ai beaucoup qui me sont recommandés étonnamment, où c'est des gens, bah, ils filment au téléphone, ils sont au stand de tir et ils présentent pour la 10e vidéo leur 22 rifle. Alors, c'est cool pour le développement, on va dire, de la pratique, tu vois. Mais c'est vrai que c'est peu regardé parce qu'il n'y a pas de production folle derrière. Bah, Là, c'est vite cher aussi, ça le problème. tu sens que le gars, il le fait pour un souvenir, tu vois.
Mais ça, on en voit de plus en plus, j'ai remarqué, ouais. C'est un gros sujet aussi, l'algo YouTube dans le milieu du tir, là, tout le monde a pris un strike pour tout et n'importe quoi. Moi, la vidéo 7PRC, alors il s'est passé un truc avec la vidéo 7PRC. La vidéo 7PRC, elle sort sur le custom 7PRC projet 3000 mètres. Elle sort. Elle fait un tout petit peu de vues les 2 premiers jours, enfin normal quoi. Elle doit je sais plus, en 48 heures, elle doit faire 15 000, 18 000 vues assez standard sur la chaîne. Elle explose. Ouais. En 15 jours, elle fait 150 000 vues. Et elle monte jusqu'à 200 000. Ouais. YouTube la strike sans me mentionner pourquoi. Ouais. Et genre carrément un mail à YouTube parce que je me dis putain, une grosse vidéo de 200 000 vues qui saute comme ça pour rien, c'est bizarre. Et les mecs, j'avais mis le screen sur Instagram, m'expliquent que bah, c'est pas trop nous, on peut pas trop savoir, mais c'est comme ça et désolé, tu vois. Ouais. Du coup, la vidéo reste en striké. Donc quand la vidéo est strikée, moi sur la chaîne, je la vois en rouge Ouais. avec marqué vidéo supprimée et elle reste dans le truc. Il se passe 2 mois et j'ai un nouveau bouton qui apparaît, modifier la vidéo. Et YouTube me propose de couper 15 secondes de vidéo dedans. Alors, pour promotion et vente d'armes, à un moment où j'explique que la vitesse c'est important dans la performance balistique. Ok. Donc, aucun sens. Je supprime les 15 secondes. YouTube la remet en ligne et la monétise. Ouais. Donc, c'est inexplicable. Du coup, elle est de retour. Cette vidéo, elle est de retour. Ouais. Et je saurais pas vous expliquer pourquoi, comment. Il y a plein de mecs sur YouTube qui partagent, qui se sont fait striker des vidéos pour tout n'importe quoi. Il y a des mecs qui se font striker qui se demandent pourquoi. Sachez que si vous faites la promotion de vente d'une arme, c'est mort. C'est interdit. Bah, en fait, j'ai remarqué que, parce que même si j'avais dit dans un précédent podcast que je regarde pas ce qui se fait sur le YouTube français en matière de tir, malgré tout, des fois, quand je fais de la compta, tu vois, je me mets en fond une petite fenêtre, histoire de voir un peu ce qui se passe. Et des fois, il y a vraiment des titres, je vais pas dire le mot parce que c'est un gros mot. Pareil, ça, ils aiment pas YouTube apparemment. Ouais, Ils sont gros mots, très ils aiment pas trop. bip à clic, tu vois. Les 2 podcasts qu'on a fait, les 2 premiers, ont été strikés. Enfin, ont été pas strikés, démonétisés, Ouais. faut pas mélanger. Démonétisés à un moment, et j'ai le timecode, c'est un moment où tu dis une petite grossièreté, mais un truc pas du tout vulgaire en plus, tu vois. Ouais. Et ça me fait rire parce que c'est quand même pas grand chose. YouTube, Ouais. Donc j'ai essayé de contenir ce côté très nature du mauvais vocabulaire, on va dire, employé. Et ouais, des titres qui font que tu cliques parce que bah, tu sens que le gars il a envie de pleurer, tu veux comprendre pourquoi, quelle est sa situation. Et en fait, c'est souvent des chaînes qui proposent du matériel dit de défense du domicile, tu vois. Donc déjà ça, c'est un sujet qui peut vite se politiser, tu vois. ça, YouTube n'aime pas, et je l'État n'aime pas. crois que des mecs de YouTube, ils aiment pas ça, tu vois. Donc, oui, effectivement, tu vas te faire striker. Oui, il y a une énorme demande sur ce type de produit. Moi, à titre perso, j'en vends pas parce que c'est pas du tout mon domaine actuellement. Peut-être qu'un jour ça le deviendra, mais je suis pas sur ce créneau-là. Mais oui, bah, tu vas te faire striker parce qu'à un moment, parce qu'à un moment dans la vidéo, tu dis ouais, si y a un mec qui rentre chez toi, tu tires dessus avec ça, quoi. Bon, bah oui, effectivement, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gens, ils soient choqués de ça parce qu'il y a pas tout le monde qui aime les armes, quoi. Même si le machin, c'est un truc en plastique qui tire une bille un peu forte, qui peut faire du dégât, ouais, le système YouTube a pas l'air d'aimer ça du tout, quoi. Donc c'est souvent les mêmes qui se font striker au final, ouais. Et bon, bah, malheureusement pour eux, ouais. C'est comme ça, c'est l'objet qui fait pas plaisir à voir apparemment au modérateur, quoi. Il y a une partie, c'est compréhensible, il y a une partie, par contre, c'est vrai que c'est incompréhensible. Il y a la seule vidéo de la chaîne qui a vraiment été strikée définitivement, c'est la vidéo où on faisait du TLD au 12, et où tu sais, Simon, il a la lunette, elle casse pendant le tir. Ouais. Et la vidéo a été strikée pour chargeur de grande capacité, sur un 12 superposé. Donc, et le truc, c'est que vous avez le strike, donc vous avez un bouton faire appel, tu décris le problème, t'envoies, et genre t'as un retour par mail en 10 secondes qui marque ça a été vérifié par un humain et non, c'est pas bon. Ouais. Bon, bah, tu dis d'accord. Un humain qui parle Ouais. pas français, Ouais, mais surtout en 10 secondes, mais c'est le robot qui a vu un enfin, calibre 12 et qui automatiquement. dit oh là là. Donc il n'y a pas trop de recours. Après, encore une fois, YouTube, c'est une entreprise privée, donc ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Donc, Mais ce qui est fou en plus, c'est qu'il y a la vidéo du mec là qui tire au calibre 50, alors je sais plus son nom, un mec un peu costaud, et le calibre 50 il explose, tu sais. Ah, Kentucky Ballistic. Ouais, voilà. Le gars là, il est presque au bord de la mort parce que je crois que ça lui coupe une partie. Ah, c'était hyper de la grave, hein, il jugulaire. aurait pu y rester. Là, la vidéo, elle est dispo, tu vois, elle est pas strikée, tu vois. Le pauvre Simon qui se prend une vortex dans le nez. Chargeur de grande capacité, ça. Ouais, on enlève. C'est l'intelligence artificielle qui déconne plein de tubes, Ouais, quoi. toute une histoire, le gars qui gère YouTube France avait dit clairement en interview oui, nous on sélectionne des contenus, même si ça va au-delà des lois YouTube, qu'on dégage par principe. Donc bon. Ouais.
Ça, j'en perds en qualité sur le domaine du tir, du coup, puisque les armes sont très mal vues par ces gens-là, vraisemblablement. Ça se bride fort. Il y a des mecs qui avaient des chaînes qui étaient vraiment orientées typiquement rechargement, qui peuvent rien faire parce que tu peux plus trop en parler. Ouais, faut plus montrer aux gens comment faire, Tu peux plus etc. recharger, tu peux plus démonter d'armes. Ouais. Vis silencieux, c'est interdit. Tu peux pas le filmer. Bah, c'est des trucs un peu bêtes. Mais ouais, je sais que moi j'ai plein de clients, il y a plusieurs années maintenant, je les redirigeais vers des chaînes YouTube où il y avait des mecs qui prenaient le temps d'expliquer comment on nettoie son canon, parce que tu sais, c'est toujours les mêmes questions. Quand tu ressens 600 fois la même question par an. Mais il y avait des petites chaînes de tir avant qui Ouais. étaient pas très connues et qui avaient des vidéos qui avaient fait 300 000 vues parce que c'était un truc utile. Ouais. Et ça, j'aimais bien les partager. Je disais aux gens, bah tiens, bah regarde ça pour, je sais pas, comment recharger. Bah, inspire-toi de cette vidéo. Il y a déjà les bonnes bases, plus peut-être lire le Malfatti, d'autres trucs comme ça. Et tu auras des très très bonnes bases sans avoir à te faire peur, quoi. Ouais. Sans avoir à aller voir Gérard au stand et lui dire, ah, je peux passer chez toi pour que tu montres comment on recharge du 303 British. Parce qu'avant, ça faisait comme ça, tu vois. T'allais voir l'ancien. Puis l'ancien, tu t'allais chez lui, il fumait une clope à côté de la presse, tu vois, il te disait, ouais, regarde, tu mets de la poudre. Au-dessus du de poudre. Ouais, bon, moi je mets comme ça, je me suis fait un petit réceptacle, ça fait à peu près la dose, tu vois. Voilà, c'était méga dangereux, tu vois. Ouais. Et il y avait ces vidéos, et c'est vrai que des fois je les tape, tu vois, dans la barre de recherche YouTube pour les repasser à des clients, pareil, et je les trouve plus. Ils sont plus. Ouais, ça apparaît plus, soit le truc a été striké, soit ça c'est vachement bas dans la liste, et il y a 50 machins qui n'ont rien à voir avant, tu vois. Ouais, c'est plus possible. C'est dommage. On perd en qualité sur c'est ça, la ouais. politique, ouais. Bah, en qualité, surtout en diversité de thèmes sur le tir. Parce qu'aujourd'hui, le seul truc que tu peux vraiment faire sur le tir, c'est soit un parti un peu historique, soit du tir, dans des conditions très cadrées. Encore les mecs qui font de l'arme un peu historique, faut qu'ils fassent gaffe. Il y a toute la période Deuxième Guerre mondiale. Donc les mecs ils doivent prendre des méga pincettes de fous furieux. Ouais, pour ce qu'ils Ils disent. sont strikés, tu T'as vois. des logos d'époque que tu peux pas te remettre. C'est ça. Alors qu'en fait, bah, ça fait partie de l'histoire. Le gars est pas forcément en train de partager l'idéologie, mais bah ouais, le gars il prend des pincettes et tu sens qu'il peut pas donner la vraie histoire de la conception du flingue. Qu'en fait, c'est un énorme. Bon, je vais pas dire le mot pareil, tu vois, parce que je suppose que ça va être. C'est juste un mec un peu fou qui a dit. Ah, ça pareil, faudrait que tu le coupes. Qui a dit, ouais, en fait, il faut que telle unité soit équipée de ça, tu vois. Et ça, le mec, il peut pas le dire, tu vois. Ah, c'est dommage. Ça, du coup, ouais, ça perd en diversité. Ouais, c'est dommage, on perd en qualité, ouais. On a bien dérivé parce qu'on était sur les news YouTube à la base. Ouais. Ouais, bah pourquoi pas. C'est ça le but d'un podcast, c'est que ça part dans tous les sens. De ton côté, c'est pareil, en un an et demi. Pas mal Il s'est passé énormément de pas mal choses. nouveautés. Par contre, tu veux démarrer. Peut-être que tu fais plus, parce qu'il y a l'aspect canon. Peut-être en reparler, ça t'a quand même un peu changé la vie. Oui, alors dans un podcast précédent, j'avais dit qu'on allait rationaliser un peu la façon de produire des tubes, des canons du coup. Et c'est vrai que là, on a drastiquement, je dirais pas arrêté, parce qu'il y a encore des copains qui bénéficient de cette De compétence. cet avantage premium. Mais on l'a arrêté d'un point de vue grand public, parce que ça devenait invivable. Il fallait que j'arrête, sinon j'allais péter un plomb, je pense. En fait, il aurait fallu un mec dédié à ça. Non, mais le mec, il fait une dépression. Parce que, en fait, les gens sont pressés. Donc, du coup, tu dis à la personne, bah, ça va prendre 6 mois parce que le temps que le papier d'import soit OK, parce que vous avez demandé un truc particulier, parce qu'il faut que je trouve la fraise de chambre ou que je le fasse chambrer. Il faut que le mec il le produise, mais le mec qui le produit, vu qu'il y a la guerre dans X pays, il produit déjà pour telle entreprise, mais on peut pas vraiment le dire d'un point de vue public. Mais du coup, sa chaîne de production, elle est utilisée, donc c'est pour ça que ça va mettre 6 mois. Donc tu passais 20 ans à expliquer à la personne que ça allait mettre 50 ans, tu vois, et que c'était pas de ton fait et de ta volonté, parce que ton but, bah, c'est aussi de gagner des sous, parce qu'il faut que tu te verses sincère. C'est pas plaisant de faire attendre quelqu'un 1 an, tu vois, ou même plus, mais il y a des contraintes. Et dans le monde de l'armement, il y a toujours du retard parce que les gens n'ont pas de parole. Toi, t'es le dernier au bout de toute cette... Ça, c'est tout un sujet Voilà. déjà. Toi, t'es au bout de cette supply chain en fait. Et il peut y avoir plein de mecs avant toi qui, pour des raisons variées, vont pas respecter ce qu'ils ont dit, soit de manière malhonnête, soit de manière parfaitement honnête. Et toi, t'es le dernier rempart. Et t'as un gars qui te demande en face, parfois, même très souvent, toutes les 48 heures, quand c'est que c'est fait. Donc, si moi, je mets un mec dédié à ça, je vais recevoir un message ou un appel, ouais, inadmissible, vous aviez dit que, etc. Donc je vais aller dire au mec, ouais, là, il faut qu'on trouve une solution pour que tu avances plus vite, sauf que le mec, il a pas 5 bras, et puis voilà. Donc c'était invivable. Pour moi, en tout cas, c'était devenu invivable. Et surtout qu'il y avait des commentaires, des fois, que je trouvais extrêmement déplaisants. Ouais, il fait plein d'argent grâce à ça. Mais c'est totalement faux. C'est des millions d'euros en faisant bûcheron. C'est totalement faux. C'est... D'ailleurs même, ça va déplaire ce que je vais dire, mais je gagne mieux ma vie depuis que j'en fais quasiment plus. Bah, tu passes
plus de temps sur d'autres choses plus rentables en fait. Ben, là où j'avais des retards parfois sur des livraisons, je peux relancer un peu faire du relationnel. Je réponds au téléphone. Parce que souvent, j'attaquais, ça dépendait, mais le week-end souvent, le samedi. J'attaquais le matin et le soir, j'ouvrais l'ordinateur et je regardais les mails. J'avais un listing de mails fou. Un gars qui te dit oui, bonjour, j'aimerais savoir si tel objet est en stock. Il t'a écrit le matin à 9h. Tu lui réponds le soir à 21h. Bon, le gars, entre-temps, il a trouvé quelqu'un qui, lui a répondu, tu vois. Ouais. Donc, tu lui as pas vendu l'optique. Et c'est dommage, tu vois. Et le gars, il se dit, ce mec, il me répond pas. En fait, t'étais dans un atelier en train de faire un canon, tu vois. Donc, c'était des ventes qui n'étaient pas faites. Et donc, du coup, maintenant, c'est des ventes qui sont faites. Donc, c'est vrai que ça change les choses. Ça permet d'avoir plus de temps et du temps libre aussi. Du coup, tu as un catalogue aussi beaucoup plus grand. Enfin, ça a pas mal changé. Ouais, c'est ça que ça a changé. Plus de références. On peut faire, j'aime pas dire ça, mais on peut faire du surcommande. Ouais. Surcommande, attention, je tiens à le préciser, avec des importateurs français avec lesquels on travaille au maximum de manière fiable. Où tu connais à peu près les délais quand même. C'est pas des trucs trop hasardeux. Enfin, il y a souvent des retards. La limite de la parole des gens, comme tu dis. Il y a souvent des retards qui sont pareils. La supply chain est longue. Il suffit qu'un mec dans cette supply chain unilatérale ne fasse pas son travail ou décide de partir en vacances dans une période de rush. Et c'est tout le monde qui est impacté. Donc, ça permet de faire ça. Et peut-être qu'un jour, quand ce type de travail manuel sera vu comme quelque chose où c'est accepté d'attendre et valorisé d'un point de vue aussi monétaire, il y a un peu d'empathie pour certains, tu vois, qui étaient des mecs très sympas, et aujourd'hui, où tu leur dis, en fait, j'en fais plus, tu vois. Et tu sens, tu vois, que le gars, en fait, tu le laisses un peu sur le bord du chemin et tu l'accompagnes plus dans sa compète, etc. Parce que le gars, en fait, tu lui expliques que pour pouvoir continuer à en faire, il faut qu'il y ait du volume parce que tu dois passer des commandes, des quantités, il faut que tu trouves faut que tu fasses des calculs pour que ce soit une rentabilité, même s'il n'y a pas vraiment une rentabilité. Et ouais, ça fait un peu... Ça fait un peu, je vais pas dire le mot une fois de plus, mais voilà, tu dis c'est dommage, on laisse des gens sur le côté parce qu'il y avait des mecs un peu impolis qui rendaient fou, tu vois. Mais ouais, ça c'est une partie qui pour l'instant est arrêtée. Nous verrons dans le futur, mais pas demain, en tout cas, ça c'est sûr. Là, j'ai du repos, je peux venir là, tu vois. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Le gros changement, c'est qu'avant, on se disait, Jordan, là, on va se voir bientôt. Et tu me disais, là, j'ai 2 jours là, faut les prendre là parce qu'après, c'est pas possible. Et des fois, on se voyait, il y avait même une météo de merde, on faisait avec, c'était le chiant. Et là, j'ai envoyé un message à Jordan, quand est-ce qu'on se voit? Il me dit, là, mais un peu le week-end que tu veux. Ouais. Je me suis dit, ouf, là, il y a eu du changement quand même. Oui. Parce que c'était pas comme ça avant. Oui, parce qu'il n'y a plus besoin le samedi de se lever tôt et de travailler jusqu'au dimanche soir pour faire des trucs qui étaient en retard parce que tout est tombé au même moment et puis il y a des retards, quoi. Donc ça ne se produit plus. Et c'est vrai que c'est plaisant, quoi. Peut-être qu'un jour, ce sera en France quelque chose qui pourra se refaire. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui acceptent de payer un taux horaire beaucoup plus élevé pour qu'on puisse investir dans des machines qui permettent de faire des trucs dans des délais plus restreints, produire in-house, etc. Mais ça, malheureusement, dans l'immédiat, c'est pas le cas. Et il reste plus qu'une poignée d'irréductibles gaulois qui continuent dans leur atelier. De faire encore un peu d'usinage. Mais s'ils tombent sur ce podcast, essayez d'arrêter pendant une année. Essayez, juste essayez et voyez si ça impacte pas de manière positive votre vie, peut-être. Moi, en tout cas, ça a bien changé. Tu vois. Ce qui serait mauvais pour le tir en France parce que tu n'auras plus personne qui le fait, donc ça sera embêtant. En fait, c'est simple, si plus personne le fait, il faut que le marché. Il y aura toujours une demande. Ces demandes devraient être comblées, donc le marché va se réinventer. Les prix vont augmenter aussi, ouais. Puis les gens s'orienteront vers d'autres choses aussi. Oui, les prix vont augmenter, oui, les gens seraient mécontents pour une bonne part, mais ces tarifs qui augmentent permettraient d'acheter du matériel. Moi, j'avais fait l'étude, je voulais acheter un tour, j'avais fait passer un mec et tout, qui m'a harcelé derrière. J'avais trouvé une machine qui est très utilisée aux États-Unis, parce que là-bas, il y a quand même un peuple de mecs qui s'arment comme des fous. Et budget... À l'époque, hors taxe, on était sur une 60aine de milliers d'euros. Il faut sortir 2-3 canons pour que ça vaille le coup déjà. Plus après, il aurait fallu stocker en quantité des barres pour les profiler, etc. Les fraises de chambre, etc.
Et c'est pas en ayant un forfait à 400 euros ou 500 euros, banc d'épreuves inclus, de main-d'œuvre, que tu rentabilises ça, malheureusement. Il aurait fallu limite faire du prototypage. Quand je vois les taux horaires des mecs qui font de l'usinage en prototypage, bah aujourd'hui, vaut mieux faire une pièce pour une montre que faire un canon, hein, ça c'est clair. Les- Chaque canon étant spécifique, on peut entre guillemets parler de prototypage. Donc il faudrait que les taux horaires soient calqués là-dessus. Sauf que les gens ne veulent pas l'entendre. Ils t'amènent un barreau qu'ils ont acheté, qui est tout rouillé, ils te disent ouais, il faut me faire un canon qui va marcher à fond. Et en Non, plus, ça va pas marcher à fond, le je marché, pense. c'est quand même déjà un peu adapté parce que tu te retrouves avec d'autres choix C'est qui sont ça, un peu les actions canonnées c'est ça, semi-custom. c'est Les ça. premiers qu'on faisait en quantité dans le milieu de gamme, c'était Bergara. Et après, même avec le KS-Arm, par exemple, du custom 7PRC, c'est le C'est ça. même genre de truc. Et donc, en fait, C'est vous ça. avez même le choix dans vos budgets de différentes gammes. Pour les Magnum, aujourd'hui, ouais, KS-Arm, il propose quelque chose parce que le mec a une boîte d'usinage, il a les machines qui sont amorties sur d'autres types de production, je suppose, qui ont rien à voir avec l'industrie de l'armement, à mon avis. Et quand tu prends ton action, ton canon, le montage à l'achat, en plus, c'est le même genre de tarif que si tu montes un custom. C'est juste à moins de C'est moins cher. c'est moins cher. Mais tu as moins de possibilités. Et encore une fois, est-ce que c'est nécessaire pour la plupart des gens? Je pense pas. Non. Donc c'est ça aussi la question. Oui, il restera toujours quelques mecs qui veulent un truc extrêmement complexe, précis, parce qu'ils ont un besoin compétitif qui est... Bon, là, c'est un besoin particulier. Mais pour 99% des tireurs, c'est pas le cas. Il y a une psychose. Il y a une psychose autour du canon qui va mourir vite, tu vois. Oui, Ça, c'est il terrible, peut ça. mourir vite. Non, mais ça, les gens qui parlent d'usure des canons, les gens ils disent non, non, moi je veux pas de 5 cris de mort parce que par rapport au 308, dans 3500 coups, mon canon il est mort. Ouais. T'es là, oui, combien tu tires de coups par an 200. Le Mais mec, quand j'aurai tu seras 60 mort ans, avant, lui. comment je fais pour le recanonner? Quand tu auras 60 ans, je serai à la retraite. Ouais, non, mais c'est ça. T'as envie de dire. Donc il y aura un autre mec peut-être. T'as envie de dire, enfin, c'est pas le. Oui, si tu tires énormément par an et que t'as des magnums qui lissent les canons à Mach 12, oui, là, faut se poser la question, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui tourne en rond depuis des années, malheureusement, sur les forums, les groupes Facebook, même, bah, là on en parle, tu vois, d'ailleurs. Alors que, bon, C'est un non-sujet, l'usure des canons, enfin, ça concerne peu de gens. j'ai un exemple qui permet de démontrer que c'est vraiment un stress qui n'existe pas. J'ai plusieurs bons copains qui font toutes les compètes. C'est-à-dire qu'ils vont en Italie. Je me rappelle des discussions à l'époque où je faisais les compètes avec eux. C'était, ouais, il y a des mecs qui vont en Angleterre, ils sont fous, il y a 20 heures de route, faut prendre le ferry et tout. Maintenant, les mecs, ils le font, tu vois. J'ai même un très bon pote, tout seul, sur des coups de tête, il part au fin fond de l'Irlande pour tirer, tu vois. Ces mecs, ils font que tirer, tu vois. Oui, ils crament des tubes, mais ce sont des extrêmes, tu vois. Et parmi eux, j'en ai un, tu vois, qui m'a fait stocker des tubes. Pour certains, ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont sur mon étagère, tu vois. J'ai pas souvenir sur les 2 dernières années lui avoir changé son canon. Et pourtant, c'est un mec qui fait toutes les compètes, tu vois. Ouais. Donc, des mecs extrêmes déjà, ils brûlent pas tant de tubes que ça. Donc, un mec qui tire, bah, comme toi, par exemple, Bah, nous, hors tournage, vous vous rendez pas compte, hors tournage, c'est que dalle. Hein, je pense que la 7PRC, on en parle dans longtemps, tu vois. Ouais, parce que la 7PRC, dites-vous, c'est vraiment un bouffe-canon. C'est un flingue qui va commencer à perdre en groupement à 1200, 1500 Ouais, coups sûrement. ouais. Bah, c'est bon, hein. Moi, ça m'inquiète pas. Bah, l'exemple, regarde hier, le 416 barrettes. Ouais. C'est un truc extrême. Les tubes, ils font très peu de coups. Bah, t'as vu, on a tiré quoi 5 cartouches. Ouais. On a passé un super moment. Et on était 4. On était rassasiés. T'as pas besoin d'en balancer 50, oui. Est-ce que là, je suis stressé? Non, parce que j'en ai déjà un deuxième d'avance. Mais, C'est une autre question. C'est une autre question, ça. mais, non. Donc ouais, c'est un non-sujet. Et c'est vrai que là, on passe beaucoup de temps. Bah non, vu que j'ai du temps pour parler avec les gens. Moi, j'aime bien parler. Ouais. Donc des fois, on passe beaucoup, beaucoup de temps. Sur l'usure des canons, Mais on parle beaucoup de ça. Et beaucoup, je leur dis, franchement, si vous envisagez de recharger, prenez le 6.5 parce que ça n'a aucun inconvénient. aucun. Le seul inconvénient, marche c'est que c'est plus chiant pour le subso, ça concerne personne. Ça ne concerne personne. Moi, j'avais pris vraiment conscience, c'est il y a 3-4 ans, on était parti faire du TLD avec des mecs du club, et notamment qui avaient des 308, et qui tiraient du coup de la munition un peu tout venante, tu vois, parce que principe du 308, tu prends, t'en trouves plein de tout type, tu prends quoi. Et plus militaire, 147 grains, ouais, qui fait plaisir. et notamment, il y en avait un, tu vois, il avait une 308, et un autre avait quasiment la même carabine à l'identique en 6.5.
Et il y avait une cible à 1000 mètres. Bah, l'autre au 308, ça tournait, parce qu'il y avait du vent, munitions pas forcément régulières. Et celui avec le 6.5, il tirait avec une facilité déconcertante. Celui qui avait la 308, bah, il était limite dégoûté. Parce qu'il disait, putain, je me suis tapé 4 heures de route. Le 1000 mètres, j'arrive pas à le faire, ou je le touche de temps en temps après 15 cartouches. Le gars au 6.5, limite, il disait, bah maintenant, je vais envisager le 1002. Tu vois, ça apporte un petit peu plus pour ceux qui veulent faire du TLD loin. Ah, puis faut être très clair avec ça. C'est une histoire d'optimisation. Optimiser, c'est maximiser et minimiser des trucs. Donc c'est Ouais. genre maximiser des performances et minimiser des coûts. Ouais. Et on dit pas qu'un 308 c'est pas utilisable. Nous, on avait fait une vidéo à l'époque 1600 mètres au 308. Au bout d'un moment, ça rentre, tu vois. On vous dit juste que le 6.5 Creedmoor, ça a plus d'avantages pour plus d'inconvénients par rapport à avant. Avant, on disait qu'il y avait match parce que le 6.5 Creedmoor, c'était plus chiant à trouver. C'était Ouais. encore un peu nouveau. Donc on se disait, Ouais. bon, on verra. Il y avait les gens qui disaient, ah, ça bouffe les canons à une vitesse folle. Pas tant. Et à recharger, c'est moins cher. Parce que tu mets un tout petit peu moins de poudre et les projectiles sont moins chers. Ouais, j'ai pas trop fait attention à des tarifs. Donc tu te retrouves avec des 10-15% d'écart de prix parce que sur des petits détails, parce que c'est un peu moins cher. Donc c'est même pas une histoire de prix, tu vois. Nous, bah, on a des clients du coup qui m'ont fait confiance dans le choix du 6.5. En fait, c'est simple. Quand le sujet vient, est-ce que vous chargez? Non, etc. Si le gars me dit, moi, c'est pour tirer en stand pur, on est à 100 mètres, mais je veux une belle carabine parce que voilà, c'est l'objet qui m'intéresse et je veux pas recharger, etc. Oui, le 308 pour cette personne-là, elle est pertinente. Ouais. De temps en temps, il va peut-être aller tirer dans un club un peu plus loin où ils ont un 200 mètres ou un 300 mètres. Là, je comprends parfaitement le choix du 308, il n'y a pas de problème. Par contre, celui qui va aller de temps en temps sur des terrains où il y a peut-être moyen de tirer à 1002 ou à 1005, le 6.5, il va apporter ce petit plus qui fait que le week-end va être super ou frustrant selon le choix du calibre qui a été fait en amont entre ces deux, les deux plus demandés. Et il y a de la munition manufacturée, alors, je sais pas si on peut les citer, mais Oui, tu peux jeter les marques. bah, Ils nous feront un virement, c'est pas grave. il y a Sako, tu vois. Sako fait une boîte de munitions, c'est la Range 144 grains, qui est, je dirais, ni trop cher, ni extrêmement abordable. Ok, tu conseilles. C'est des boîtes de 50 en vrac. Ça fait, d'un point de vue marketing, pas hyper sérieux, c'est pas une belle boîte, etc. Mais c'est abordable. Tu peux te faire avec une boîte de 50, une petite après-midi TLD, sans avoir à recharger et passer un très très bon moment. Tu peux taper à 1000 mètres avec sans trop forcer. Tu peux même taper plus loin. J'ai des clients qui tapent plus loin avec. Et du coup, il n'y a pas le stress du rechargement, tu vois. Ouais, en plus. Et le temps surtout. Donc, Tu verras dans le tu préfères, il y a un truc Ouais. comme ça. Et le rechargement, c'est vrai que c'est. on en parlera. Mon Dieu, que c'est long. On Que en c'est parlera. Mais ouais, du coup, bah, j'ai des clients qui commencent avec ça. Et après, de temps en temps, il y en a qui me demandent, ouais, j'aimerais bien recharger. Donc, parce que ouais, au fil des discussions, quand on les voit ou quand on les a au téléphone, c'est qu'on dit, sélectionner son projectile, avoir une dose de poudre constante, ça va t'apporter le petit plus et la constante à longue distance dans des situations climatiques pas forcément intéressantes. Donc oui, on leur dit qu'à terme, il faut peut-être envisager le rechargeant. Le mec qui veut pas recharger, il tire ça, la petite Sako, là, ça va bien, quoi. Les mecs qui rechargent, c'est soit pour optimiser la performance, soit parce qu'ils tirent énormément. Et parce qu'ils veulent économiser un peu. Parce que si tu tires énormément et que tu t'en fous d'économiser, tu recharges pas. C'est optimiser la performance, quoi. C'est le seul intérêt. Il faut pas le faire d'un point de vue économique. Non, parce qu'en plus, si tu veux du matos de rechargement qui te rend le truc pas trop désagréable, enfin, tu prends une bonne balance de poudre, c'est plus de 1000 euros déjà. Donc, t'as de quoi acheter de la bastos, hein. C'est comme la munition. Maintenant, on fait la catégorie B. Du coup, je rebondirai sur le sujet après. Mais sur le B, j'ai discuté avec des gens, ils coulent le plomb, ils coulent leurs projectiles, etc. Pour l'économie pure, tu vois. Ouais. Le but, c'est d'économiser. Mais quand on voit le temps que ça prend, C'est monstrueux le temps que ça prend. c'est du temps que tu passes pas avec tes enfants, c'est du temps que tu passes pas avec ta femme, c'est du temps que tu passes pas à faire des activités en dehors du monde des armes. Tu vois, Puis parce c'est pas qu'il y a hyper que ça dans fun la hein, vie, tu vois. de couler du plomb, je pense pas que les gens ils. Tu sais, ça, à la limite, comme pour l'expérience, tu fais D'un une- point de vue tu fais une santé, fois. Ouais, c'est pareil, ça c'est un autre problème, mais. moi en tant qu'armurier par exemple, couler du plomb c'est totalement proscrit, tu vois. Parce que des gens manipulent des armes où il y a des potentiels résidus de plomb. Donc déjà on est exposé potentiellement au plomb, on fait tout pour ne pas s'exposer au plomb en se lavant les mains, en essayant d'éviter de faire des réglages de carabine de chasse de toute la journée, tu vois, des trucs qui te font monter ton taux de plomb dans le sang, quoi. Donc couler du plomb chez moi sur une gazinière, mais même si demain tu me dis ouais comme ça c'est gratuit de tirer, non,
tu vois. Je dirais parce que avec Simon, on le faisait quand on était plus jeune pour les slugs de 12. En fait, c'est un peu ça, le rechargement, c'est qu'il y a des extrémistes, tu vois, des mecs qui sont dans l'économie pure. C'est comme dans le trading, tu vois. Il y a des mecs qui regardent les chandeliers à la minute, tu vois, et il y a les mecs qui dézooment et qui regardent à 5 ans, tu vois. Et je pense qu'il faut dézoomer et se dire quelles sont les économies réelles que tu fais en termes de temps, de ce que tu pourrais faire en dehors de ça. Voilà. Bon, après, il y a des petits budgets qui n'ont peut-être pas le choix, tu vois, mais bon, quand même. Après, t'as même envie de dire aux gens, tu sais, il y en a qui pourraient le prendre mal, mais juste acheter des trucs en rapport avec votre budget. Tu vois, si t'as pas un gros budget, par exemple, tu te lances pas dans un Magnum ou un truc de fou, et voire même envisager de tirer moins. Mais kiffez vraiment quand vous le faites, hein. Oui. C'est un vrai truc. Non, puis même, t'es pas obligé d'aller sur un terrain de tir avec 200 cartouches, tu vois. Même si c'est parfois préconisé par certains formateurs, tu peux très bien te faire une séance libre avec 20 bastos. Bah, regarde hier, l'Arctic Warfare, c'est une super arme. Ouais. Est-ce que on a eu besoin de tirer des millions de cartouches? Je crois qu'elle en a tiré 2. Potentiellement, hier, c'est le truc qu'on a sorti le plus d'armes de toute la chaîne et qui a Ouais. coûté le moins cher en mune. Ouais. Moi, j'ai un stock de mines, là, je vais repartir avec un stock de mines fou. On a plus défouraillé au calibre 12 Et et à la à marline. 45-70 comme des osos qu'on a tiré en TD et on a passé une super après-midi, tu vois. T'as pas besoin de mettre des millions d'euros dans la munition. Tu sais, les mecs d'ISA, ils ont quand même sorti 13 armes. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a aussi les gens qui voient le côté, je vais me déplacer, je vais prendre un hôtel, je vais payer une Ça, séance. faut rentabiliser la journée, en gros. Ça, Oui. je comprends aussi. Mais des fois, prendre le temps d'analyser les éléments extérieurs pour toucher, avoir un coup au but sur le premier ou le deuxième tir, c'est quand même vachement plus fun que d'envoyer 10 cartouches et de dire « Ah, c'est bon, j'ai touché », tu vois. Puisqu'on est sur le budget, c'est peut-être qu'on peut déborder un peu. Il y a des trucs qui, les prix augmentent vraiment, les gens en parlent pas mal, les budgets TLD. Ouais. Ça commence à être quand même cher. Ouais. Et on en parlait pour les meilleurs exemples, c'est les lunettes par exemple. Oui. Ça commence à être compliqué de justifier des lunettes à 5000 balles. Quand à côté, tu commences à avoir de plus en plus de trucs sympas dans des tarifs qui sont quand même sacrément compétitifs. Voilà, en fait, je pense que c'est un truc qui est global, qu'on voit dans tous les secteurs. C'est que les leaders, qu'on peut considérer comme les fabricants de produits de luxe, le marché est en train de drastiquement shifter parce qu'il y a des pays émergents qui peuvent produire des choses à bon rapport qualité-prix. Enfin, émergents, ils sont même plus émergents, quoi. La Chine, c'est devenu une puissance mondiale, tout est produit là-bas quasiment. Et c'est vrai que les Chinois, pendant des années, ils faisaient des optiques, mais c'était un enfer, quoi. Mais t'étais que emmerdé tout le temps, quoi. Et là, maintenant, il y a des marques, alors elles sont peu nombreuses, mais il y a des marques, Arken, où pour le gars qui n'a pas le budget d'acheter la lunette la plus optimale, tu prends une Arken, mais c'est vraiment bluffant, quoi. Ou Vortex, par exemple, qui avait été un peu un précurseur avec les Venom ou les Strike Eagle. Ouais. Mais là, maintenant, on voit quand même déjà la différence avec du Arken, tu vois. Ah ouais? Ouais, Arken, moi, je trouve que sur l'entrée de gamme, aujourd'hui, ça fait du dégât, tu vois. Bah moi, on est revenu sur un truc un peu luxe dans le sens où quand tu achètes une lunette qui vaut 4-5 000 euros, t'as deux choses. T'as le côté bijou, d'être content d'avoir l'objet. Oui. Et puis t'as aussi l'aspect, faut le dire malheureusement, un peu preuve sociale, où t'as des mecs qui se voient pas partir sur une compète avec une lunette à 1000 euros parce que ça fait pas bien. Ah oui, mais clairement. Et c'est pas ce que je voulais dire en mettant en avant une marque Ah non, en mais particulier oui. comme Arken, hein. C'est juste que moi, aujourd'hui, si j'ai le choix de mettre une optique germanique de très Ah, t'es très grande content, bah, c'est avec qualité, plaisir, ouais. c'est mon choix premier. Mais tout non, le mais temps. c'est au même titre qu'un bijou, des habits, ou des trucs comme ça. T'es content d'avoir un truc de... Parce qu'il y a quand même aussi une qualité de verre qui est supérieure. Ouais, c'est quand même- Il y a quand même une qualité supérieure. Mais on va dire que pour le gars qui a un petit budget, avant, le gars devait, s'il voulait vraiment une lunette pour tirer loin, c'était la Schmidt Bender à l'époque, la PM2. la PM2, La légende. avec le fameux réticule P4LF, qui était toujours acheté chez le même gars, qui est quelque part en Haute-Savoie et qui est très connu, tu vois. Tout le monde allait chez lui, moi-même j'y étais, voilà, enfin, on allait tous acheter notre PM2 là-bas. Et on se saignait. Parce que sur l'entrée de gamme, tu mettais, alors je ne citerai pas de marque, mais tu avais le réticule qui partait à l'ouest. T'avais les tracking en c'était bout de tourelle laiteux. qui corrigeaient de travers sur les fins de tourelle. T'avais des clics où c'était un peu mollasson avant de cliquer, donc tu sais pas si ça avait vraiment cliqué. Et puis ça tombait plus en face des graduations. Tu savais plus à quel clic t'étais. J'ai vécu ça. Et même des trucs qui étaient considérés comme haut de gamme dit américain, qu'on voit sur des armes de méga snipers de l'Afghanistan, etc. Tu vois.
Les clics, c'était mollasson comme pas possible. Le réticule en milliradian, mais les clics en MOA. Donc on avait tous acheté la Schmitt Bender, tu vois. Puis surtout, elle était méga solide. C'était un peu la pub du truc. C'est ça. Et c'était encore, pour un mec avec un budget moyen, voire faible, c'était encore un sacrifice, mais qui était réalisable. Aujourd'hui, C'est plus possible. c'est Et difficile. aujourd'hui, les marques haut de gamme, elles te sortent des modèles à 5000 euros passés, quoi. Tu te dis. Et les salaires, on n'ont est pas quand les même salaires arrivé. sont toujours les Ouais. mêmes. Ouais. Faut bien se rendre compte, ça commence à être quand même des tarifs qui sont monstrueux. Et c'est là où les Chinois arrivent avec la petite lunette que le gars qui a pas les moyens et pas envie de s'engueuler avec sa femme peut acheter, tu vois. Et ça peut être un pied à l'étrier, ça, plus une petite Vergara sur un petit châssis MDT, par exemple. Tu peux envisager de faire des choses qu'à l'époque, tu ne faisais pas, quoi. Mais c'est pas mal parce que tu te retrouves vraiment avec un panel maintenant. T'as un énorme budget, tu veux te faire un truc de fou. Tu peux littéralement te créer un bijou à Ouais. 15 000 balles passées. Ouais. Un truc monstrueux de fou. Mais en même temps, t'as un budget plus contenu. Ouais. Et bah, t'as quand même un truc qui fonctionne bien. Ouais. Donc, c'est quand même c'est pas mal. T'as quand même un choix. Mais du coup, c'est ce que je veux dire par là, c'est que le marché est en train de shifter dans le sens où les gars qui ont des très très gros budgets, du coup, dont j'ai, bon, moi c'est pas mon métier, mais moi je peux mettre des lunettes très haut de gamme sur une Van Rief, ça me fait pas mal, tu vois. Parce que bah, c'est ma principale dépense, De des toute armes à façon, feu, à tu la vois. 22, on tire plus sous 1000 mètres. Donc, on est un peu obligé. Mais c'est vrai que certains faisaient ça, mettaient des très belles lunettes sur des carabines un peu classiques, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ces gens-là qui achetaient ces lunettes-là, ils se disent en fait, ben, je peux peut-être m'acheter une carabine de plus Oui, pour le prix de la lunette très haut de c'est gamme clair. et me mettre une petite lunette pas très chère mais qui marche. Et du coup, bah, ça fait des ventes en moins sur les très haut de gamme. Et dans le marché du luxe pur, tu le vois. Sur l'horlogerie, par exemple, tu vois, il y a eu une énorme bulle sur les dernières années, là, où les gens, ils achetaient des centaines de milliers d'euros des montres pour spéculer. Maintenant, les cotes se sont cassés la gueule. Et tu vois les maisons qui disaient, nous, on fera pas d'entrée de gamme. Là, j'ai vu une annonce au moment où on tourne, où Audemars Piguet fait une collab avec Swatch, ils vont vendre des montres en plastique, tu vois. Ah ouais. Ouais, et pourquoi ils font ça? Bah parce que, contrairement à ce qu'ils prétendent, peut-être que les revenus ne sont plus ce qu'ils étaient, tu vois. Et on le voit sur plein de choses comme ça, tu vois. Là, on l'a vu comme récemment, il y a des marques de lunettes historiques qui étaient des monstres du domaine, Ouais, qui soit littéralement virent des gens, sont rachetés, ont des pertes de vente monstrueuses, des trucs oui, qui sont pas forcément connus du grand public. oui, oui. Et tu dis, ça fait un peu peur quand même, hein, parce que c'est des mecs qui avaient le pied à l'étrier depuis 15 ans sans problème. Je pense que c'est en train de shifter, il faut qu'ils se réinventent. Et comment vont-ils se réinventer ça, le marché, lui, il fait son chemin. Tu peux pas aller à l'encontre de lui. C'est à toi de découvrir vers où il va et de te débrouiller pour être dans la tendance. Ouais. Alors des fois, tu es au-dessus, des fois, tu es en dessous, mais sur la constante, il faut le suivre, quoi. C'est compliqué, ouais. Puis surtout, c'est Et des grosses boîtes. Et aussi, il y a des boîtes qui, comme tu dis, qui se réinventent plus en fait. Il y a des boîtes, ça n'a pas bougé depuis 10 piges. voilà. Ça reste. Oui, voilà, c'est ça bouge pas. Il n'y a pas d'innovation particulière. Il y a de la concurrence qui commence à produire des trucs à meilleur tarif. Et ouais, l'automobile aussi, hein. Tu regardes l'automobile, moi pour acheter une voiture, il m'a fallu 6 mois parce que tu rentres dans une concession, on te propose des choses que tu n'as pas envie d'acheter, quoi. Qui est principalement lié aux législations aussi en Europe, tu vois. c'est un autre souci, ça. Mais moi j'ai une Volkswagen par exemple en utilitaire. Volkswagen ne m'a jamais appelé jamais avant, tu vois. Maintenant ils m'appellent pour me vendre des Ah ouais? voitures. Ouais. Bah parce que ils étaient arrivés sur un segment extrêmement haut de gamme. Ils se prennent dans la face des législations européennes pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Et maintenant, les gens, ils achètent des voitures chinoises, tu vois, Ouais. électriques. Donc, En même temps, c'est fou. Je sais pas si on en parlait avec Simon la dernière fois. T'as des trucs chinois qui sortent, ça vaut 30 000 balles. c'est ça. C'est l'équivalent d'une caisse allemande à 100 000, 120 000 euros. Enfin, Ouais, enfin, c'est ce que le marketing nous dit après. bah, C'est vrai. non, mais bien sûr, mais sur le look, Ouais. sur l'aspect, je sais pas comment ça vieillira, je sais pas comment ça cotera. Mais en termes d'usage au début, le truc est neuf. On se doute comment ça va vieillir. Il y a un petit risque. Ça va Mais quand bien même, tu s'empiler vois, sur des casses, tu vois. c'est 4 fois moins cher, 5 fois moins cher. Enfin, t'as envie de dire, ouf, ça va être compliqué, hein. Bah, en fait, ça, ce phénomène, on le voit sur plein de domaines. Et le monde des armes, il est impacté. Alors, sur l'optique, totalement. Quand tu vas sur des gros salons, on voit de plus en plus d'optiques qui sont proposées de manière parfaitement qualitative. Donc, ouais, ça va changer sur ce point-là. Et les armes aussi. Ouais. Et les armes, ceux qui produisent aujourd'hui des armes très haut de gamme, mais là, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal, hein. Là, les derniers salons où je suis allé, les Turcs notamment,
ça va faire très 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 mal. Alors là, attention, pour l'instant, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a encore beaucoup de choses, ça fait peur, tu vois. Ah, T'as c'est pas ce que envie d'acheter, on tu vois. disait dans la vidéo hier, vous le verrez dans la vidéo. Tu disais, il y a une grande partie des trucs, c'est au mieux pas terrible, au pire catastrophique. Et de temps en temps, t'as une petite perle qui sort, et tu dis, ah, là ça fait chier. Là, Là, il y la a eu des perles, concurrence. hein. En perle, bah, la copie du Space 12. Ouais. Il a un défaut, c'est que ils ont pas réglé les organes de visée sortis de boîte. Mais sinon, d'un point de vue mécanique et fiabilité, Le look est top, le truc marche bien. ça marche bien, tu vois. Y a pas, ça fait quali. Enfin, il y avait la copie du Benelli M4, le fameux Turkinelli. Ouais. Jamais eu d'incident de tir, le truc Ouais. marche fort. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, donc dedans, et à côté de ça, t'as 10 000 saloperies. Ouais. Mais quand t'as le truc comme ça qui est bien, tu dis, si tu veux juste l'aspect usage de l'arme, aucun intérêt de prendre l'origine. Alors, sur l'arme de précision, qui est mon domaine, du coup, pour l'instant, j'ai pas encore vu de choses qui me font rêver. Bah, il y en avait une où tu t'étais dit, ah, il y a peut-être une espèce de copie d'accuracy, finalement, c'est pas. Il faut que je teste. Ah, t'as pas encore Il testé? faut que je teste, ouais. Le commercial qui m'en avait parlé, il travaille plus dans cette entreprise qu'il importe. Mais faut peut-être qu'à l'occasion, je leur demande de m'en prêter une pour que je teste. Déjà, le look est Ça- particulier, Ça m'intéresse de voir. mais mécaniquement, ça serait intéressant de voir ça, ouais. Voir si ça gratte. J'ai croisé quelques entreprises qui font des gros fusils de TLD à destination étatique, on va dire. Ouais. Mais les culasses, ça gratte, les détentes, elles sont pourries. La qualité des matériaux employés, elle me paraît pas excellente. Donc pour le moment, c'est pas encore prêt, quoi. Donc sur ça, ils sont pas encore trop au point, tu vois. Donc une chance pour les gens comme Accuracy International, Sako, Cadex, etc., tu vois. Mais s'il y a des ingénieurs ou des mecs un peu sérieux qui commencent à travailler avec eux à un moment donné, ce qui est très probable, ça peut sortir des outsiders dans les prochaines années, je pense. À des prix qui n'auront rien à voir. Ça dépendra aussi comment le coût de la vie chez eux augmente et s'ils prennent goût à l'argent, tu vois. Ça me fait penser à la République tchèque, tu vois, où j'ai habité. La République tchèque, quand j'y étais, les choses étaient abordables, les gens avaient des faibles salaires. Là, on commence à avoir une espèce de classe moyenne fortunée qui arrive, tu vois. Ou la Pologne. Pareil, la Turquie, ce qui les sauve, c'est que la main-d'œuvre, elle est pas chère. Ils sont à un carrefour, on va dire, entre l'Europe, l'Asie. Donc, ils peuvent bien s'en sortir d'un point de vue prod. Sauf que si la classe moyenne commence à avoir des sous, les mecs, ils vont plus travailler pour 2 euros de l'heure, quoi. Donc, à voir comment ça évoluera. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même il y a un gros tu sais, on a passé une dizaine d'années avant où tu sais, tout le monde avait un peu la marque, chacun avait son pied étrier, ça bougeait pas trop. Ouais. Et là, c'est plus trop le cas, tu vois. C'est difficile de se dire avec sérénité, dans 10 ans, ce sera comme ça. Ouais, ça bouge trop vite. Là, ça bouge vite, hein. Et les Turcs, ouais, sont en train d'arriver fort. Donc j'ai repéré quelques petites armes de poing un peu sympas qui me paraissent être relativement qualitatives. Et par contre, il y a des mecs qui font des AK. Parce que moi j'aime bien la plateforme AK, tu vois, donc je me suis un peu penché dessus, mais il y a des trucs. Catastrophique. Il y en a un, il proposait une AK un peu style de Spetsnaz russe avec des copies de chez Zenitco, pour ceux qui connaissent. C'est un fabricant russe d'objets, on va dire de produits de modernisation de l'AKM. Ouais. Donc des garde-mains à rail, des capots sur charnière qui gardent normalement le zéro. Ok. Donc là, il y avait une copie comme ça, faite par des Turcs qui faisaient que des AK du coup. Et tu prends le capot qui est censé tenir le zéro, tu vois, il est fait dans un métal tellement Tout mou que mou. le machin, tu le tords, tu vois. Ah ouais, là, je J'étais avec un collègue, il me fait regarde et tout. Et je dis, oh là là. Bon, là, ça va pas marcher, tu vois. Ça, faut surtout pas l'importer, ça passera peut-être pas le banc d'épreuve. Et si tu vends ça aux gens, t'es un parfait salaud, quoi. Donc, mais parmi les trucs, il y a des machins, c'est des pépites. Et ils sont très bons commerçants. Ah, c'est vrai? Ah ouais, ils sont extrêmement bons commerçants, tu vois. Moi, il y avait un mec qui vendait des mitrailleuses sur un salon où j'ai été là. Et je regardais les mitrailleuses. La plupart des grosses entreprises, tu vois, sur les salons, qui vendent du matos administratif, on va dire. Tu commences à lever le capot de la mitrailleuse et puis mettre un coup de culasse, t'as un mec qui vient de voir, il fait faut pas toucher là. Les Turcs, c'est genre tu peux le mettre en pièces détachées, le mec il fait t'as vu, c'est bien, t'as vu, il est là, il est tout content que tu manipules son truc. Et en parallèle, ils ont une femme qui est traiteuse qui t'amène des petites pâtisseries, t'en as une autre, elle te dit vous voulez un café, ils te font un espèce de café là qui font, ça ressemble plus à du thé que du café, tu vois. T'as fini de manger et puis il y en a une qui fait vous avez bien mangé, vous aimez, tenez, prenez. Et en fait, ils te nourrissent comme un petit cochon. Pour te donner envie. Et ils sont super bons. C'est commercial, ouais. Ouais. Un autre pareil, j'ai une autre pareil qui vendait des mitrailleuses type Minimi. Le mec il me dit ouais, vous trouvez que c'est bien et tout. Je dis ouais, il n'y a pas de jeu, ça a l'air bien construit. Ah bah venez et tout. Passer 1 heure
essayer de me vendre ses mitrailleuses. Ouais. Je ne suis pas un vendeur de mitrailleuses. Cette phrase, faudra la garder. Voilà, je ne vends pas de mitrailleuse. Laissez-moi tranquille, monsieur. Tu vois, je voulais juste jouer avec votre objet. Ça fait 1 heure que vous me présentez des tests balistiques poussés et de résistance de métaux sur vos canons. Mais c'est cool, genre, de voir ça. Donc, Mais du coup, ouais, le marché, le marché va évoluer. Le marché va bouger, il y aura des trucs nouveaux et il y a des marques qui malheureusement, s'ils se réinventent pas rapidement, ça va être compliqué. J'en ai quelques-unes en tête, je pense. S'ils continuent d'être comme ils sont, ça va pas aller loin. Ouais. Mais il y en a qui se réinventent. Hein. Ouais, bah heureusement, il faut. Ouais, on peut citer Tika par exemple. Tika avec des tarifs qui étaient de plus en plus élitistes. Je suis pas très utilisateur, mais donc je sais pas. Bah, Tika, c'était quand ils ont sorti l'Attaque 1 il y a 8 ans, 9 ans. Ça avait bien marché quand c'est sorti ça. Le prix était relativement OK. Bon, bah là, le prix de l'Attaque 1 actuellement, il est plus très OK par rapport au budget moyen du consommateur. Bon, bah, ils l'ont compris. Ils ont fait la Tika Ace, qui est du coup un succès commercial. Alors, c'est une carabine qui est sur un petit châssis un peu, je dirais, classique, au même titre qu'un châssis de MDT, un Oryx, tu vois. Mais il y a un canon suffisamment long. La culasse, elle a sa fameuse fluidité Ouais, légendaire. je vois exactement ce que c'est. Le châssis, il est OK, je dirais. Je vais pas le critiquer négativement, il est OK. C'est pas un Vision, quoi. Mais ça sort à un tarif, on va dire, qui est très acceptable. Et du coup, ça match. Puis c'est clair en main en plus. Voilà. Tu achètes ta carabine, tu mets un rat, une lunette, c'est parti. Donc les fabricants vont devoir intégrer, je pense, dans leur gamme des choses qui deviennent abordables. Sur l'optique, pour en reparler, il y a Zeiss, quoi. Zeiss, ils font une gamme qui est assemblée au Japon avec la qualité de leur verre qui n'est plus à faire, quoi. Donc dans les hauts de gamme, c'est le bon rapport qualité-prix. Avant d'arriver dans les machins de fou, tu On vois. l'avait dit, moi j'ai mis en avant Zeiss qui s'est travaillé avec nous, Ouais. avec plaisir, parce que c'était pour moi dans le haut de gamme le meilleur rapport. Même si dans le haut de gamme tu peux plus trop parler de rapport qualité-prix, Ouais. pour le coup là c'était le cas. Ouais. Ils proposaient des choses qui étaient encore dans des tarifs qui ne devenaient pas exorbitants, Ouais. avec des qualités qui sont quand même au-dessus du reste. Bah, Et ça c'était bien. On revient à la fameuse Schmidt Bender PM2 qu'on achetait. Là, si je dis ce que je vais dire, ça va faire bondir les mecs qui en vendent encore, tu vois. Mais la PM2, Ça vieillit, hein, la PM2. on les achetait 2000, 2200 euros. Après, c'était 2500 euros. Et pendant pas mal de temps, j'ai l'impression que pendant pas mal de temps, dans mon souvenir, c'était ces prix-là, tu vois. Bon, maintenant, c'est plus du tout ces prix-là. Et surtout la PM2, rien que des trucs comme l'élévation, combien t'as d'élévation dans une PM2 26 000, Ouais, c'est ça. je Donc, crois. ou 26, encore une fois, 26, qu'est-ce que vous allez foutre avec je sais 35 000? Mais aujourd'hui, tu prends des. T'as des Zeiss, la dernière fois, on l'a vu en 22. T'as 52 MR d'élévation. Donc, ça sert à rien pour la Ouais. plupart des gens, mais c'est là. Et du coup, les salaires n'ont pas forcément augmenté, mais le prix des objets a augmenté. Zeiss, ils sont avec des optiques qui tournent aux alentours des 2005, quoi. Ouais. Donc, ce qu'on faisait à l'époque, aujourd'hui, on peut le faire avec ça. Ce qui est devenu, et ça fait mal de le dire, pas cher pour du haut de gamme. Ah bah oui, c'est le plus abordable pour un milieu haut de gamme, quoi. Il y en a qui sont 2 fois plus chers, donc ouais, ça commence à être un peu C'est ça. compliqué. Donc, je pense que les marques vont devoir se réinventer, faire peut-être pareil. Peut-être, oui, avoir recours à des pays où il y a une qualité de production, mais les mecs, c'est simple, tu vas les voir, tu leur dis, voilà, tout ce qui est mécanique, vous le produisez parce que vous avez des tarifs qui sont tellement compétitifs que nous, Germain, on ne peut pas faire. On vous fournit les verres qui sont hyper qualitatifs et on garde cette compétence. Et vous nous faites l'assemblage, quoi. Ou vous produisez les pièces et nous, on fait l'assemblage. Et ils pourraient réduire leurs coûts et avoir des entrées de gamme qui sont des entrées de gamme. Ouais. Là, il y a Clairement, une marque, je ne vais pas la citer. Ils avaient un entrée de gamme qui matchait, qui était dans ces prix-là, aux alentours des 2500 euros. On en vendait. Et ils ont décidé que cet objet était obsolète. Ils l'ont complètement sorti du catalogue. Ils ont revu toute leur gamme. Et maintenant, les lunettes chez eux, elles sont inabordables. Et on passe de ouais, ça a bien marché l'année dernière à derrière le rideau, entre guillemets, putain, on fait pas les chiffres. Bah oui. Et oui, tu fais pas les chiffres. Parce que les gens n'ont pas les moyens de s'acheter ton truc. Est-ce qu'il y aurait pas aussi des choix marketing un peu discutables, Hasardeux. des dépenses bizarres? C'est un peu aussi la problématique qu'on a sur le monde des armes à feu. C'est qu'on a des gens qui font des belles études dans des belles écoles, qui seraient très probablement extrêmement bons dans la grande distribution, avec des concepts qui ne sont plus à démontrer en termes de marketing, de logistique, etc. Mais sauf que ces mecs-là, ils arrivent dans le monde des armes, ils connaissent rien, quoi. Donc tu appliques des méthodologies de grande distribution dans le monde des armes, où c'est un truc qui marche au coup de cœur, à la passion, à la qualité du produit, aux spécificités.
Et du coup, tu te dis, ben, en fait, ces mecs-là, s'ils veulent une protection pour leurs lunettes, ben, ils l'achèteront à part, quoi. Parce que nous, c'est ce qu'on fait déjà dans le monde de, je sais pas, des appareils photo. Si tu veux un objectif, tu l'achètes à part, tu vois. Ah, mais ça, c'est typiquement. Moi, je bosse avec du Canon et c'est le même genre de truc. Maintenant, t'as des séries L chez Canon, ceux qui ont le Ouais. petit cerclage rouge haut de gamme. Ouais. Il y en a où ils fournissent plus le pare-soleil en plastique. Tu sais, le pare-soleil en plastique, il coûte 1 € Ouais. et c'est vendu à part. Et c'est des pare-soleils à 80 balles. Même principe que le truc néoprène. Tu vois, c'est les. Peut-être que ça marche parce qu'en phase 2, ils n'ont pas forcément des entreprises qui peuvent proposer des meilleurs rapports qualité-prix. Bah, moi, c'est marrant. Pour moi, il y a un vrai parallèle entre le milieu de la vidéo photo amateur plus et début de professionnel Ouais. et le milieu des armes. Ouais. On se retrouve avec des marques qui historiquement étaient là et sont assises sur un historique pas possible. Et aujourd'hui, bah, typiquement, si on prend l'exemple de chez Canon, que moi j'adore, qui fait des prix qui sont chers, mais tout est super. Ouais. Et tu te retrouves là, il y a DJI qui se développe pas mal, encore une fois chinois, Ouais. qui te sort des trucs comme le Soft Pocket qui sont pas mal. C'est vrai que Et c'est tout pas le mal, monde ouais. dit, le jour où DJI va sortir un boîtier hybride, ça va faire très très mal, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui se passe un peu dans le milieu des armes. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut pas lutter contre le marché, essayer de faire des trucs de concept qui ne marchent pas dans ce marché. Il faut essayer de s'adapter pour ben, que tout le monde soit content. Ouais. Et il y en a qui le comprennent, il y en a qui le comprennent pas. Et c'est ce qui va faire du tri prochainement, à moyen terme, je pense. Je pense aussi. Et ouais, c'est certain. On parlait des gens qui bossent pour les marques, je n'en citerai pas, mais des fois je te parle de trucs. Moi, les gens, déjà, je commencerai par dire tous les gens avec qui j'ai discuté, avec qui on a travaillé, étaient tous super sympas. Déjà, ça, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Par contre, d'un point de vue technique, il y a vraiment des gens avec qui j'ai discuté pour du matos qu'on a eu, où c'est moi qui expliquais au commercial pourquoi son truc était bien. Ouais. Et les mecs avaient vraiment un air surpris en disant ah, mais ça fait ça? Ah, mais c'est top! Et je me disais, ouf, là Mais c'est compliqué quand même. c'est peut-être le problème du système professionnel français où on emploie des gens sur CV et pas sur réelle connaissance. Le gars, par exemple, était un méga expert dans, je sais pas, la métallurgie de certaines industries et on le met, je sais pas, ingénieur principal du développement d'une carabine, mais sauf qu'il n'a jamais utilisé un verrou, quoi. On peut trouver ce genre de profil dans le monde. Alors, j'ai fait exprès de trouver un truc Qui correspond à rien de. qui envoie C'est pas pas vers inspiré un de autre faire sujet, réel. tu vois, pour pas qu'il y ait des gens qui le prennent Ouais. mal. Mais ouais, c'est ça. Pareil, d'un point de vue marketing, il y a des trucs, des fois, ça fait vriller, quoi. Là, j'ai des exemples. Alors, je vais essayer de les modérer pour pas que non plus il y ait des gens qui le prennent mal. Mais nous, on est le dernier rempart face au consommateur final, les armuriers. Ah, t'es Nous, le dernier la rempart, vitrine, quoi. quoi. Et il y a des produits, j'ai un catalogue, un PDF entre guillemets, tu vois, avec des lignes, des refs, et je sais pas quelle est la contenance du chargeur. Je sais pas, ou des fois j'ai une photo, il y a un chargeur amovible, mais en fait quand je reçois l'objet, le chargeur il est pas amovible. J'ai des longueurs de canon, souvent c'est des stylos marche américains, donc c'est 24 pouces, tu vois. Et genre la longueur de canon marquée sur le catalogue, c'est marqué 60 cm ou 62 cm, tu vois, mais c'est pas 61 ou 60, quelque chose, tu vois. C'est pas précis, ouais. Je sais pas, prenez le temps, faites un truc méga carré, parce que moi il y a des trucs, je les vends pas, parce que je sais pas ce que c'est. Ouais. On me les montre pas. Le mec qui fait du coup le catalogue, je sais même pas s'il l'a vu l'objet, tu vois. Et au final, ben, en fin d'année, on nous dit ouais, il y a tel objet, après, il était super, il se vend bien aux États-Unis, mais vous, ben, vous en avez vendu aucun cette année. Pourquoi? Pas parce que je sais même pas à quoi il ressemble, ou parce que ben, j'ai un peu peur parce que la photo cale m'a pas l'air d'être l'objet que j'ai vu sur un salon aux États-Unis, tu vois. Donc, est-ce que vous avez fait une version spéciale? Voilà. Et des fois, les mecs savent pas en plus. Donc il y a des pertes en matière de vente sur le monde de l'armement qui sont énormes parce que ben on propose pas des objets, parce qu'on les a jamais vus, on sait pas à quoi ils ressemblent. Ok, c'est dommage. Ouais. Autant pour les clients que pour toi, que pour l'importateur, que pour le fabricant. Et moi souvent je les découvre quand les mecs arrêtent le produit, tu vois. Les importateurs grossissent, quand ils arrêtent une gamme, souvent ils font un prix de déstockage, tu vois. Et du coup bah on prend le risque, des fois on achète toute une cargaison de machin, tu vois. Et le machin tu le sors de la boîte et tu dis ouah comme c'est top. C'est hyper bien. Pourquoi on m'a pas montré ce truc-là? Pourquoi on m'a pas envoyé un PDF ou je sais pas quoi de cet objet-là, tu vois? Ouais. Pareil, je vais pas citer la marque parce que ça va retracer vers le fournisseur, tu vois. Mais il y avait une petite carabine, je me rappelle, qui avait été déstockée en fin d'année. Quand je l'ai sortie de la boîte, j'ai dit, mais putain, mais
C'était top pour faire du TLD, c'était C'était top, top, banger, top. comme disent les jeunes. C'était le système de culasse, tout était vraiment top, tu vois. Et d'une qualité, et ils nous ont vendu ça, mais vraiment pas cher. Et on les a du coup vendus pas cher pour faire plaisir aux gens. Et tous les mecs qui ont acheté ça, ils sont super contents, tu vois. Mais du coup, il n'y en a plus maintenant. Mais on en aurait vraiment beaucoup vendu, je pense, si on me l'avait montré. Triste, hein. Et moi, je dis ça, mais je pense qu'il y a plein d'autres armuriers en France qui prennent même plus le temps d'analyser les choses, tu vois, parce qu'ils n'ont pas envie, tu vois. Et ils n'ont pas le temps. Mais c'est vrai que faites des catalogues. Embauchez des mecs avec un appareil photo qui fait les photos des objets, faites des descriptifs, demandez aux fournisseurs, aux fabricants de vous envoyer des spécificités. Et les gens, ouais, sur le marché, du coup, découvrent parfois des choses quand on les déstoppe, quoi. Sur l'année et demie, là, il y a eu pas mal de changements. J'ai menti. J'ai dit que je ne ferais pas la catégorie B pendant des années. Ah oui. Et du coup, face à des demandes perpétuelles de oui, il faudrait que tu regardes mon R15 parce qu'il marche pas, etc., on n'avait pas le droit d'y toucher, tu vois. Oui, parce que t'as pas la On B, n'avait t'as pas la B. pas le droit d'y toucher. Pas mal de gens aussi avec des armes de catégorie A qui se retrouvent avec des armes de catégorie A abandonnées. Anciennement B, devenu A, ouais. Ou même A tout court, hérité, tu vois. Mm. Donc, oui, ouais, tu peux pas me prendre ça, oulala, j'ai pas le droit d'y toucher, ça, je peux pas y voir, il amenait pas. Donc, du coup, on a pris la catégorie B notamment pour à la base faire ça, tu vois. Ok. Bon, c'est parti en live. Non, t'as un bureau catalogue de B. C'est parti en live, voilà. C'est parti en live. Mes anciens démons, entre guillemets, j'étais un très grand passionné d'armes de catégorie B avant de shifter totalement sur la catégorie C et puis les armes de précision. J'ai vraiment abandonné ce côté-là de l'industrie parce que je savais que moi, tu me montres une belle arme de poing, il m'en faut 10, tu vois. Donc j'avais vraiment arrêté ça, tu vois. Et là, j'ai redécouvert ça durant cette année et demie. Et on s'est retrouvé à trouver des pépites, et puis retrouver des nouveaux types de clients qui n'étaient pas du tout intéressés par le TLD, des nouveaux sujets de discussion qui sont très cool. Donc on fait le B, ouais. Et dans toute cette épopée de B qui n'était pas prévue parce que j'ai menti, que je ne devais pas faire de B, et j'avais dit, par exemple, je ne serais pas un vendeur de Glock. Bon, au final, on vend un peu des Glock. Voilà, il y a les gens qui demandent, et puis au final, c'est pas si mal que ça, un Glock. Donc on se retrouve à faire ça, et pour arriver au but où j'ai un copain à moi qui me dit un jour, ouais, toi qui aimes bien ces trucs-là, puisque je venais d'avoir la catégorie, il y a une armurerie où ça va un peu mal, Ah oui. le stock doit ce que être tu abordes. géré, il faudrait que tu ailles voir, il y a peut-être 2-3 pièces qui vont t'intéresser pour toi, va voir, tu vois. Faudrait que t'ailles te faire pirater ta carte bleue. Ouais, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Je vais pirater ma carte bleue. Donc, bon, voilà, par respect pour les personnes qui ont hérité de l'armurerie, je ne vais pas non plus citer de location, de localisation ou être péjoratif la concernant, parce qu'il n'y a rien à dire de péjoratif. Mais je me suis retrouvé, du coup, à prendre en dépôt une bonne part de ces armes, une belle quantité, je dirais, avec des pépites, mais aussi beaucoup d'occasions. Donc du coup, là où j'avais dit je veux plus faire d'atelier et prendre le temps de parler avec les gens et puis de chercher des pépites et des bangers, tu vois, je me suis retrouvé quand même presque une bonne année maintenant Ça prend une plombe à trier. à trier des baies. Ça m'a pris 5 jours non-stop, matin au soir, sur place à trier, pour voir si tout était bien dans les registres, etc. J'ai traité vraiment le maximum possible pour un homme, tu vois. Parce qu'il y a vraiment des quantités de trucs. Des fois, j'ouvrais un tiroir, il y avait des machins en pièces détachées. Bon, destruction. Oui. Une carabine, il manque la culasse. Bon, destruction. Tu vois, je vais pas passer 20 ans à chercher. Ah, si on en avait 15, c'est pas grave, mais. Ouais, là, on parle en centaines, quoi. Donc, j'ai laissé derrière moi tout ce qui me paraissait être bon pour la destruction, quoi. Et parmi ce que j'ai pris, il y avait des trucs qui étaient bons à réparer, tu vois. Et pas qu'un peu. Des trucs où il y avait des ressorts cassés, des trucs où il manquait un chargeur, donc il faut trouver le chargeur, des trucs où tu tires, ça percute pas, en fait tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a un ancien employé de l'armurerie qui a dû démonter le percuteur et qui l'a pas remis, mais sauf que c'est une arme qui est plus produite, donc il faut que tu trouves au fin fond d'un pays un mec qui a un percuteur mais qui a le droit de te l'envoyer, tu vois. Donc on a fait ça pendant une bonne année là. Beaucoup de B, beaucoup d'ateliers de B. Ce que tu voulais plus faire. Je voulais plus faire trop d'ateliers pour avoir du temps libre, mais bon, au final, on a fait pas mal de B. Et puis c'est cool, ça permet de changer et de découvrir des nouveaux systèmes ou redécouvrir des anciens systèmes que j'aimais bien, quoi. Donc il y a eu pas mal de ça.
Bon, pour les gens qui veulent venir braquer, malheureusement pour vous, toutes ces quantités ont été écoulées en grande majorité. Donc, vous Ils veulent venir partirez au braquer. mieux avec un Glock. Message quoi. au braqueur. C'est vrai qu'on veut limiter au maximum le stockage de baies pour le coup. Ouais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, stocker du baie en quantité, c'est quand même dangereux d'un point de vue personnel. Donc, on fait pas mal de surcommandes. Ouais. J'aime pas le surcommande parce que ça se passe toujours mal. Sur les délais, c'est ça. Le problème, c'est que ça fait partie des trucs où, comme t'es pas décisionnaire de toute la chaîne, Ouais, et bah à un moment, s'il y a un mec qui a envie de te dire, bah non, ce sera plus tard que prévu, c'est ça. bah t'es comme un con. Donc, j'ai envie de passer un message dans ce sens où on fait du surcommande, mais attention avec tout ce qui est américain, par exemple. Aux États-Unis, ils ont un monsieur qui change beaucoup d'avis. Qui peut faire varier les délais fortement. Donc, attention. Et moi-même, les télés que je dis, je m'en excuse. Mais il y aura potentiellement du délai. Donc oui, tout ce qui est américain, j'ai beaucoup de gens qui me demandent de faire de l'import en unitaire. Je ne le fais pas. C'est ingérable. Ingérable. Les Non. délais, tout peut changer. On essaie, justement, quand je vais au show de show, on essaie de trouver des produits qui matchent, qui vont plaire au plus grand public. On les achète, on les stocke sur place aux US et on ferme sa bouche. Parce que si j'ai le malheur de dire ah ouais, bah, j'ai parlé avec tel fabricant, je vais avoir ce machin-là, je suis mort. Parce que tout le monde va en parler, tu reçois des mails et tu sais pas quand tu vas l'avoir. Ouais. Là, j'ai eu un cas il y a presque un an maintenant, où il y avait Elon Musk qui était à la tête du... C'était un peu plus d'un an même. Elon Musk avait été nommé par Donald Trump à la tête du DOGE, qui était l'espèce d'organisme qui devait vérifier si la bureaucratie Si les mecs américaine coûtaient rien ou pas, ouais. ne coûtait pas trop d'argent, etc. Et il y a eu des cas mais où le mec, ils envoyaient des inspecteurs dans les locaux et ils disaient qui est en télétravail. Bah, il y a ça, lui, il est en télétravail. Ouais. Ok, bah tous les mecs en télétravail, ils n'ont pas besoin d'être là, donc on les vire. Donc on a eu des secteurs entiers de certaines administrations, notamment au département de commerce, des mecs qui se sont fait virer, tu vois. Ouais. Et c'est le mec qui Après, faisait ton c'est- dossier. C'est compliqué là. Nous, on a eu ce cas-là. Ouais. Moi, le mec qui gérait mon dossier pour l'export, il s'est fait virer. Ça faisait 2 mois qu'on attendait. Bah, on a pris 3 mois de plus. Donc là, si tu dis au mec, je vais l'avoir en 2 mois, bah, t'es un menteur. Tu mens. C'est pas vrai. Tu mens. C'est pas vrai. Donc, c'est pour ça on fait pas d'unitaire. On essaie de trouver des trucs qui plaisent au plus grand nombre. Et des fois, on se trompe. Des fois, on se trompe pas. On n'en prend pas assez. Mais on peut pas faire d'unitaire. C'est ingérable. Ouais, puis ça limite le risque aussi. Il faudrait que le monde soit parfait, que tout le monde est patient, que tout le monde comprenne. Mais ça marche pas. Puis des fois, même quand tu vois en France la galère que c'est pour acheter un truc européen, dis-toi qu'aux États-Unis, il y a des gars qui produisent certains types d'armes. Il y a des listings d'attente. On parle en années. Hein. Ouais. Certaines armes de poing, par exemple. Là, je me suis acheté à titre personnel un Masterpiece Arms, en 2011. Je crois que c'était il y a 2 ans, tu vois. Ouais, c'est pas près d'arriver. Ouais. Et surtout, il est pas encore sur le départ. Si, là, il est sur le départ. Ouais. Ah, quand même, Mais là, on a c'est- une problématique maintenant. C'est qu'on a la guerre en Iran. Et vraisemblablement, il n'y a plus de kérosène. Ou les Ouais. compagnies aériennes qui avaient annoncé des billets d'avion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le fret, il est dans le même avion que toi, tu tu prends prends l'avion, pour ouais. venir. Quand tu pars des États-Unis, que tu arrives à Paris, il y a peut-être une palette de OW Larmes dans la soute à côté de ta valise, tu vois. Et sauf que bah, si cette compagnie aérienne, elle a voulu te faire un low cost et te faire plaisir, ben, elle annule le vol, tu vois. Ouais. Donc nous, on a une palette là actuellement en cours. Voilà. Avec des gens pour qui j'avais fait l'effort de faire de l'unitaire, qui doivent me détester. Parce que bah, les délais ne sont pas respectés. Alors, on fait une dédicace. Et je suis désolé. Mais on fait le max. On fait le max. Ouais. Voilà. Donc c'est très compliqué. C'est un métier qui est très dur maintenant. Pour la partie logistique, c'est devenu de plus en plus compliqué. Ouais. Surtout c'est les US. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé. Du B. Et toujours plus de matériel à rechercher pour contenter le plus grand nombre. Ouais. C'est bien parce que c'est vrai que tu fais partie des armureries. T'es pas une armurerie standard où tu trouves les trucs que tout le monde a. T'as quand même des trucs qui sortent un peu du commun, que t'es J'essaye. seul à avoir. J'essaye. Mais des fois, il y a des trucs, c'est marrant. Hein. J'ai un collègue, là, il est un peu comme ça. Il avait trouvé une lunette un peu sympathique, tu vois, produit en Asie par des mecs qui faisaient un truc qui était pas mal. Et
Il met l'annonce sur son Facebook, je crois, qui va rentrer telle optique, que c'est Je un me truc souviens exactement intéressant, de ce etc. message sur Facebook. Le fabricant, littéralement, dans la journée, en gros, pour pas dire 10 minutes après, quoi, lui envoie un mail en disant ouais, il y a un tel, qui est un de ses concurrents vraisemblablement, qui vient nous écrire, il va acheter les lunettes. Tu vois, donc en fait, tu fais tout un travail de recherche, tu te déplaces, tu vas tester, et bah t'en as, ils sont juste devant leur ordinateur, ils disent bah tiens, je vais le concurrencer, je vais essayer d'acheter le truc, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu un métier ingrat dans ce sens-là, c'est qu'il y a pas de loi, il y a personne, personne n'a de morale, tu vois. C'est le Far West, hein. Ouais. Mais peut-être que nous-mêmes l'avons déjà fait sans le vouloir, tu vois. Peut-être que j'ai déjà démarché des marques et récupéré des trucs qu'un mec s'était fait déjà chier à vendre, mais désolé. Désolé, je savais pas, tu vois. Mais ouais, c'est de plus en plus compliqué cette partie-là aussi. Ouais. Bon, ça a bien changé en tout cas, en un an et demi. Il y a eu pas mal de changements et ça va changer encore plus. Entre le moment où j'ai attaqué l'entreprise et maintenant, ça n'a plus rien à voir, quoi. Avant, tu avais une marque de bipied bien, une marque de lunettes ou de bien, une marque de montage. Là, il y a de plus en plus de choses. Le marché est de plus en plus complexe. On n'arrive plus à déterminer ce que les gens veulent. Tout évolue, tu vois. Tout évolue. Il faut arriver à se mettre dans la tendance du marché et pas aller à l'encontre, quoi. Ceux qui vont à l'encontre, ils sont morts, quoi. Et ça, ce qui est malheureux à dire, c'est que ça laisse très peu de place pour les nouveaux armuriers, tu vois. Ce que moi j'ai fait, c'est commencer avec quasi rien. C'est quasiment impossible. Parce qu'aujourd'hui, il y a 5 ou 6 marques de bipieds haut de gamme qui sont sympas et que tout le monde veut. Mais ils veulent pas tous le même. Donc, et il faut que tu aies toutes les refs. Et il y en a 40. Et stocker les 40 refs en quantité suffisante, bah, c'est ton budget initial de départ, tu vois. J'ai des questions, d'ailleurs, sur Instagram, souvent des gens qui me disent ouais, je vais passer le CQP, mais là c'est chaud, je mets de côté pour me le payer. Alors, je veux pas briser tes rêves, mais dis-toi que le CQP c'est pas cher par rapport à ce qu'il va falloir Par que tu rapport à mettes ce en qui stock. t'attend, ouais. En termes de Tu vois ce que stockage. tu t'es endetté pendant 25 ans pour ta maison? Bah, il te faut 2 fois ça. C'est compliqué de lancer des trucs comme ça où t'as des besoins de stock à 6 chiffres jour 1, quoi. Donc c'est. Et le pire, c'est que t'es pas connu. Et qu'il va te falloir des années avant de Oui, et de puis il trouver y a plein d'autres la... gars qui font exactement comme toi, qui sont déjà connus, qui ont déjà un bon service, Ouais. donc. Ta seule opportunité, c'est que ces mecs-là pètent un câble et se mettent à insulter tout le monde parce qu'ils ont fait une dépression, tu vois. Et que du coup, tu prennes leur place. Mais bon, non, c'est vrai que pour les nouveaux armuriers, c'est de plus en plus dur. Donc il y a une poignée de gens qui peuvent vivre de ça et ça se restreint de plus en plus. Ce qui va poser problème aux gens dans le futur quand ils vont arrêter, quoi. C'est moi, si j'arrête demain, qui va me racheter, quoi. Ouais, c'est des boîtes qui sont impossibles à reprendre en plus. Bah, le gars, il va aller voir une banque, il va dire voilà, il me faut tant de centaines de milliers d'euros, par exemple, pour Pour acheter reprendre le stock. telle entreprise qui a du stock. Même si le stock est dévalué, la banque, elle va dire mais moi, je vais pas vous prêter d'argent. Donc, ouais, c'est un marché qui devient très compliqué pour les nouveaux entrants, ouais. Et il y en a qui sont hyper boostés les premiers mois et qui, au bout d'un an, au bilan, bah, se disent merde, quel est le plan B maintenant? C'est de plus en plus compliqué. Moi, je vois là en termes de référence, c'est dingue. Bah, comment ça bouge, ouais. Ouais, le nombre de. C'est vrai que ça commence à se varier. On a 2 fois et demi plus de références par rapport à l'année dernière, je crois, cette année. Ah ouais? Ouais. Donc ça refait encore de l'argent à mettre dans le stock, du capital qui dort, c'est toujours pareil. Ça fait peur, ouais. Bon, le Joe, on finit tranquillement. J'ai des petites questions à te poser, un petit tu préfères. Ouais. Sauf si tu restais des trucs à dire. Moi, si tu me demandes de parler, dans 5 heures, je suis encore en train de raconter ma life, quoi. Les caméras seront mortes que. On va passer au petit tu préfères. Ouais, Je te pose des questions, on y répond tous les deux à chaque fois. Ok. Chaque fois 2 choix, tu dis la version que tu ça préfères. marche. Et comme ça va peut-être lancer 2-3 débats. Ça marche. Il y a un peu tous les thèmes, hein. Il y a du Ok. tir, du business, il y a un peu tout. Est-ce que tu préfères tirer toute ta vie seulement en calibre 12 ou seulement à la 22 long rifle? Ouais, dans 22. Pareil, je pense. J'aurais peut-être pas tenu ce discours-là avant hier, mais là, j'ai envoyé quelques 40 grains. Ah, t'as et ça a mal ses peaux, là. quelques 50 grains. Des 50 grammes. J'ai un peu mal 50 au... grammes, ouais. Ouais, 50 grammes, ouais. J'ai un peu mal au cou, tu vois. Je sens que ça m'a crispé, tu vois. Et la mâchoire aussi, elle est un peu ramasse, tu vois. Donc la 22, franchement, la 22, ouais. La 22 sans hésitation. Je pense 22 aussi, mais en plus, la 22, t'as toutes les plateformes possibles. Puis il y a des mecs qui tirent à 1000 mètres à la 22 maintenant. Ouais, c'est pareil. C'est pareil.
Mais ce qui est bien, c'est que ça a suscité d'ailleurs Ouais, des vocations, hein, c'est clair, il y a plein de mecs. qui se mettent à tirer loin à la 22. Ouais. C'est pas mal, franchement. Et du coup, on en parlait en plus pour les budgets, ça permet de faire des setups qui sont pas si chers. Ouais, Donc c'est bien. ouais, Est-ce que tu préfères recevoir un SMS, on est vraiment dans la merde de ma part, ouais. ou de la part de Étienne Duchamois? Dans quel sens en fait? Tu sais pas, tu reçois un SMS, là c'est vraiment la merde, et t'en sais pas plus. Qu'est-ce qui est le pire? Bah, je pense que c'est toi. Tu vois? Parce que toi, tu t'exerces un métier où tu peux être tombé sous la moissonneuse-batteuse, avoir un truc de fou furieux. Là où Étienne, si c'est vraiment la merde, c'est qu'il a mis un coup de boule à un Parisien qui voulait pas payer, tu vois. Je sais pas, tu vois. C'est possible. Après, je serais plus inquiet si c'est toi, je je pense. pense Ouais. pareil que toi. Disons, il y aura plus d'années de prison avec toi qu'avec Étienne. Tu préfères passer une semaine au stage co ou 2 semaines au chamois? Ouais, 2 semaines au chamois. Ah, moi je sais pas, franchement. Ah non, 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 non. J'ai bien aimé les deux en fait. Non, 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 le chamois, hyper cool, on a bien mangé. Certes, on était fatigué à la fin, mais top. Le stage co, 2 semaines avec le formateur. Non, une semaine au stage co ou 2 semaines au chamois. Ouais, 2 semaines au chamois. C'est vrai que c'est plus les vacances quand même. Ah bah largement. Mais par contre, toujours ça crapahute, hein. Étienne il envoie. Non, mais c'est ça qui est le plus fou, quoi. C'est qu'Étienne, t'es en train de manger des barres chocolatées qui t'ont été promues par un Instagrammeur qui sont dégueulasses et t'as envie de vomir. Et lui, il est en train de bouffer ce truc-là, puis se fumer la 10e clope de la Le matinée, clopio. tu vois. Le clopio. Et tu fais, ouais, bon, ouais, faudrait qu'on soit en haut, là. Toi, t'es pas un savoyard, toi. Il te dit, faudrait qu'on soit en haut avant midi. Tu sais, mec, on a 30 minutes pour faire 1000 mètres de dénivelé, tu sais. Tout le monde Ouais, est puis- mort. Attends, je me rallume un. C'est limite ça, tu vois. Donc, chamois plutôt. Sans hésitation. Et super, super moment passé en plus. Incroyable avec Étienne, ouais. Tu préfères avoir une carabine avec un canon rincé ou avec une détente infernale? Bon, la détente infernale. Hein. Tu penses? Bah, est-ce que le canon rincé, t'en fais rien? C'est vrai que mécaniquement, il y a un problème. Ben ouais, ça va arriver de travers en cible, il peut y avoir des trucs de zinzin qui se passent, quoi. Ça dépend rince à quel point, mais ouais, je pense aussi. Tu préfères faire un live de 12 heures sans préparation ou une sponsor d'un truc que tu détestes? Bah, en fait, j'ai pas besoin de faire de sponsor. Faut que tu participes à la sponsor de la chaîne, mais d'un truc que t'aimes pas du tout. Le problème du live, c'est que ça peut pas être édité. Et Y a pas de cut. je peux dire des choses qui vexent les gens. Comme un de nos amis qui avait fait un live avec toi légendaire, qui j'espère un jour refera surface, tu vois. Mais c'est vrai que dans un live, tu peux vite dire des choses, des fois, dans l'euphorie du blablatage, que tu penses pas forcément qui vont blesser les personnes, tu vois. Ouais. Et je pense que le format podcast, il est mieux parce que vu on peut le revoir, on a un droit de regard, Ouais, on ouais, revoit. Puis même pour les gens, c'est Tu monté. te dis, là, j'ai dit ça, je le pense pas forcément, ça va choquer les gens. Donc, du coup, je ferai plus la prostituée, du coup, même si ça me déplaît. Et je présenterai le produit qui n'a rien à faire, Ok. promotionnel, quoi. Oh, je sais pas, moi, Je pense pas qu'on me tiendrait rigueur si je présente un matelas, un truc, une connerie, tu vois. Ah, ou une coque de téléphone. Ouais, voilà, ouais. Ah, je sais pas, moi, franchement. En vrai, moi, je pense que j'irai sur le live parce que le problème, c'est qu'en tant que youtubeur, quand tu t'es vendu pour un truc qui est vraiment pourri, Ah, t'es mort. derrière, ça peut te jouer des tours longtemps. Donc, alors qu'un live, bon, ça peut Ouais. calmer tout le monde et ça peut bien se passer, on va dire. Tu préfères qu'on diffuse ton historique internet ou tes messages? Bon, mon historique internet, y a rien de fou, quoi. Au pire, tu verras que j'ai été voir des gros seins à un moment donné, tu vois. Par contre, dans les messages, ouais, j'ai peut-être dit des dingueries, Ouais, pareil. du Moi, style, moi, je veux pas que mes messages soient filtrés. du style des blagues Ça qui parlait- sont pas forcément bien prises, Ou quoi. ça parlait mal de 2-3 mecs, moi, je veux Ouais. pas que ce soit diffusé. Alors qu'en final, je pense pas forcément ce que j'ai écrit, mais c'était pour la blague, quoi. Une apocalypse zombie avec une seule chaussure ou avec un seul chargeur? Bah, une seule chaussure, hein, parce que au pire des cas, tu vas te couper le pied. Mais après, tu peux plus marcher. Hein. Ouais, mais si t'as suffisamment de munitions, tu peux te poser dans un coin, quoi. Et tu tires comme un con jusqu'à ce que ce soit fini. Ah, je suis pas certain, franchement. Ouais, mais un seul chargeur, tu fais quoi après une fois que t'as plus de balles? T'évites de les tirer déjà, mais au moins t'es très mobile.
Dans tous les cas, à la fin, t'es mort. Ça quoi. finit mal, ouais. Je pense. Ah, je prends une seule chargeur et 2 chaussures quand même. Un seul chargeur et 2 chaussures. Faut se dire qu'avec le temps, ton pied va s'habituer au sol, quoi. Regarde les mecs en Papouasie, là, qui balancent des flèches et tout, là, ils marchent pieds nus, tu vois. Ils sont dans la jungle, par terre, il y a des serpents qui peuvent les tuer, tu vois. Ouais, je prends avec une chaussure, ouais. Tu préfères une journée de tournage exceptionnelle qui donne une vidéo vraiment merdique ou une journée de tournage terrible et où tu passes un mauvais moment mais qui donne la meilleure vidéo possible? Moi, je viens là pour les bons moments, donc je veux la journée hyper cool, quoi. Ouais, ça dépend dans quel sens mauvaise journée. Si c'est une journée où vraiment je vois que les gens sont pas contents d'être là et tout, ça, je déteste ça parce que t'as envie que les gens soient bien. Mais c'est une journée où on va dire on galère, c'est pas facile, mais derrière ça fait vraiment un beau projet. C'est quand même c'est pour ça que je le fais. Donc Moi, je viens pour les bons moments. Il vient pour Donc, kiffer. T'es un kiffeur, le si derrière il y a une vidéo entre guillemets qui est nulle, bah je m'en fous parce que j'ai passé un super bon moment, tu vois. avoir le modèle de carabine de ton choix dans un calibre imposé ou le calibre de ton choix dans un modèle de carabine imposé. Enfin du TLD. Bah, c'est risqué. Parce que tu peux te taper une Accuracy MK3 en 17 HMR ou tu peux avoir une Little Badger en 416 barrettes. Avec le temps, je suis plus un amateur de l'objet. Ok. Donc, je préfère l'objet. Mais après, ça dépend des circonstances, quoi. C'est que là, Pour faire du TLD. si tu me dis c'est une MK3 en 17 HMR, j'en veux pas, quoi. Donc, risqué. Ah, je peux choisir le calibre, moi. Tu Parce choisis que le calibre? Bah, j'ai déjà tiré loin avec des calibres qui sont ok et des carabines vraiment nullissimes. Et je sais que c'est faisable. Alors que l'inverse, c'est pas forcément faisable. Le problème, c'est qu'on m'a jamais imposé de calibre, quoi. Ouais. Donc, je sais pas quelle est la sensation d'avoir un calibre imposé et une carabine que t'aimes pas, quoi. Tu préfères que Étienne devienne président de la République ou que ce soit l'instructeur du stage co qui devienne président de la République? Bah, moi, Étienne, hein. Étienne? Ouais. M'en veux pas. L'instructeur t'en voudra pas? Ouais, m'en veux pas l'instructeur. Mais je préférerais avoir un Étienne, ouais. Ça serait plus cool. En fait, le problème de l'instructeur, c'est que s'il est président de la République et qu'il y a un producteur de rhum hyper raffiné qui lui offre une bouteille, le mec, il appuie sur le bouton, tu vois. Il y a un gros risque. Il y a un gros risque. Il y a une ogive nucléaire qui part, tu vois. Il y a un... Comme il disait, j'ai baisé ta... Et il appuie sur le bouton, tu vois. Ça peut se produire, tu vois. C'est peu probable, mais l'homme, si tu lui donnes du rhum, ça peut se produire, tu vois. Tandis que Étienne, on paierait moins d'impôts, je pense, hein. Je pense que dans les deux cas, tout ira mieux. Mais dans un des deux cas, ça va très mal se passer au début. Ouais. En fait, Étienne, le seul problème d'Étienne président, c'est qu'il y aurait plus de campagne contre la cigarette, etc. C'est tu fini. vois. Ça sera encouragé à l'école. Ouais, c'est clair. Le gamin, à la cantine, il aura un verre de rouge comme dans les années 50 ça, ouais. et il aura un paquet de clopes, tu vois. Moi, je pense que si l'instructeur du stage co, soit le pays disparaît par l'atome, soit on devient première puissance mondiale en 6 mois. Ouais, c'est aussi une possibilité, ouais. C'est aussi une possibilité, ouais. C'est une possibilité, ouais. C'est une forte possibilité, même. Mais par contre, pour arriver en première puissance mondiale, il y aurait 2-3 ogives nucléaires qui Ça partiraient. va coûter cher. Puis les gens vont pas... Il y en a qui vont passer un seul quart d'heure, je pense. Ouais, je pense, ouais. Tu préfères ne pouvoir tirer que en compétition ou ne plus jamais pouvoir faire de compétition? Bah, je fais plus de compétition. Bon, bah, du coup, c'est réglé. Pas pareil. Parce que... Alors, j'aime justifier. Parce que tout ce que je dis doit être justifié. Ça doit être justifié dans le tribunal. Ah, il fait plus de compétition parce qu'il veut pas faire qu'il est nul. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Non, c'est parce que ça demande des contraintes en termes de temps. Oui, en fait, pour être compétitif, moi, j'aime pas perdre. Ok. Donc, pour être compétitif, il faut à minima s'entraîner. Il faut à minima s'impliquer. Il faut à minima recharger. Ouais. Pas forcément la motivation de passer ma vie à faire ça. Et puis, les temps d'attente dans les compétitions, horrible. Moi, pour le coup, perdre, ça me dérange pas. Mais parce que vous voyez bien dans les vidéos, on met les ratés. Enfin, je m'en fous. Mais en fait, c'est que faut bien comprendre que hors tournage, on tire 2 fois par an. Ouais. Et qu'en fait, si j'ai 2 jours à passer à tirer, je préfère le faire ici avec mes potes. Ah oui, oui. Et les faire sur une compète. On met Donc, l'argent. le jour où j'aurai 50 jours de tir par an, je ferai des compètes avec plaisir. Mais Je suis pas sûr. Tu crois? Ah, c'est une grosse contrainte, hein. Faut être mordu. J'ai des bons copains qui sont mordus. Je comprends parfaitement le truc. Mais ça demande des contraintes. Mais c'est des rebondissements perpétuels. En fait, faut aimer l'adrénaline parce que des fois, il n'y a plus d'ogives. Comme par hasard, c'est la pénurie de telle ogive. Mais t'en as besoin parce que dans un mois, tu dois tirer. Mais entre-temps, il faut que tu ailles faire un tour à l'autre bout du monde parce qu'il y a une autre compétition. Ouais, c'est trop long, quoi. Okay. Ça prend trop de temps.
Tu préfères avoir le budget illimité sur la lunette ou le budget illimité sur l'arme? Moi, je l'ai toujours dit, hein. Moi, l'optique, hein. Moi, j'ai toujours dit, je préfère une carabine pas ouf et une super optique que inversement. Même si le marché démontre qu'aujourd'hui, tu peux avoir une lunette pas top sur une carabine de fou. C'est ce que les gens font souvent. Mais le truc, c'est que la carabine, vous allez la changer, alors que la lunette, vous la changerez jamais si elle est bien. Je me rappelle, pour le stage co, à un moment donné, on avait fait une après-midi un peu tir libre qui était pas paru pour pas que les gens aient l'impression qu'on se baladait avec des armes, ce qui n'était pas du tout le cas pour le coup. Euh, C'était le dernier jour, peut-être, d'ailleurs, je sais plus. Juste Ça à la avant fin, qu'on ouais, arrête, après le stage co. j'avais pris une Bergara Crest. Et dessus, j'avais mis une optique très entrée de gamme parce que je m'étais dit, vu qu'on va être un peu sale, etc., j'ai pas envie d'abîmer une de mes belles lunettes, quoi. J'ai regretté parce qu'à un moment donné, c'était vers 4 heures, je crois, il commençait à faire sombre. Et je voyais rien dans Tu la voyais lunette, pas? quoi. Ouais. Ouais, bah ouais. En conditions optimales, c'était parfait, mais là, donc l'optique, hein. Pareil, même si ça dépend, parce que du coup, si tu dois garder ton budget que pour un des seuls trucs, on va dire que t'as un plafond plus bas pour la lunette que pour l'arme. Genre un plafond, quand t'arrives à 4500, 5000 euros pour les lunettes, t'es déjà au top. Alors que les armes, ils ont réussi à nous sortir des trucs à 12 000 balles. Ouais, c'est Donc vrai. le plafond est plus haut aussi. Mais je pense que je préfère avoir une bonne lunette aussi, largement. Tu préfères, en tant que passionné, ne pouvoir plus utiliser que des armes de catégorie C ou que de catégorie B? Ouais, je vais rester sur le C, perso. Je T'es vais un rester sur le C. amateur de TLD à la base, même si t'es Ouais. un grand fan du MP5. Je vais Tu pas. sacrifierais ton MP5? Oui, parce que je l'ai fait pendant des années. Justement, j'étais sorti totalement du B parce que je savais que moi, je suis un mec qui part en live et qui est capable de se retrouver avec 50 B en tant qu'armurier, je parle, hein, bien entendu, dans la pièce forte, qui sont pas à vendre parce qu'il me faut 50 B, tu vois. Et non, surtout pas. Je resterai sur le C, ouais. Bah pareil, grand passionné de TLD, donc... Tu préfères ne plus payer tes munes ou ne plus payer tes armes? Ah, c'est dur. C'est dur, ça. Ouais. Moi, j'y réfléchis. Je commence à avoir, en vieillissant, l'aspect un peu collection que j'aime bien. Ouais. Et du coup, le fait juste d'avoir l'objet, ça me plaît. Donc... C'est vrai que je suis assez comme ça aussi. Alors qu'avant, j'aurais dit ne pas payer les munes pour tirer comme un sourd à longueur de temps. Mais je tire encore pas mal. Du coup... Ouais, l'objet, la passion de l'objet quand même, tu vois. Ouais, je pense Payer les armes. plus payer les armes, ouais. Tu préfères avoir un setup à 25 000 euros que t'adores et être un tireur moyen, ou un setup à 500 euros que t'aimes pas mais être un super tireur? J'ai pas besoin d'être un super tireur puisque je ne fais pas de compétition. Et je ne fais plus que du tir pour m'amuser. Ou de temps en temps, on va tenter des perfs, tu vois. Donc même si je suis mauvais, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. Ouais. Bon, je pense pas être mauvais, mais même si des gens pensent que je suis un énorme nul, je m'en fous, tu vois. Moi, mon but, c'est de m'amuser. Et je pense que ça devrait être le mot d'ordre dans le monde des armes, tu vois. Surtout le TLD, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Le TLD, il y a des gens, mais ils sont imbuvables parfois. Ils voient que l'esprit compétitif, tu vois. Mais oui, tu peux avoir une super carabine et être plutôt mauvais pour la lecture du vent, pas être capable de toucher le fameux gond qui est à 3200 mètres, tu vois. Mais passer des super après-midi avec tes potes Ouais, et rigoler, tu clairement, vois. ouais, largement. Voilà. Tu préfères en TLD ne pas voir tes impacts ou ne pas pouvoir télémétrer? Je m'en fous de télémétrer. Parce que nous, il faut savoir qu'on a une technique qui est très particulière pour le tir. Ouais. C'est tirer, On voir où ça tape Voilà. et corriger après. Ouais, le télémètre, honnêtement, si je l'ai pas, ça me gêne pas, quoi. Je tiens à dire que le mien est passé sous une roue de tracteur. Ouais, ton père, il m'a bien fait rire, ouais. Mon père, hier, il est arrivé. Il me dit j'ai trouvé un truc orange dans les champs. Et il a roulé sur le tracteur. Il était tombé dans un roulage de. Ouais, mais je pense qu'il a identifié qu'il allait rouler sur un truc, parce que de la façon dont il a raconté, tu vois, et qu'il a roulé dessus, il s'est dit on verra si ça pète ou pas, tu vois. J'ai un peu cette impression, fait tu un vois. test. Sachez, si Maven nous regarde pour le télémètre, sachez que le télémètre résiste à un tracteur. Donc il est fissuré de partout, mais il télémètre encore. Ouais, tu sais, c'est un peu comme les. Je crois que c'est Swarovski qui a ça. Ils ont un espèce de musée où il y a des vieilles lunettes qui ont été retrouvées sur des glaciers après 40 ans, tu vois, dans un morceau de glaçon, ouais. Bah, Maven, si vous voulez un super. Si vous voulez un truc qui est passé sous un tracteur et qui fonctionne, on en a. On s'en fait cadeau. Tu préfères laisser la gestion de ton armurerie pendant un mois à Simon ou à moi? Ah, c'est difficile à dire. C'est un peu qui tout double. C'est un peu qui tout double. Simon, je sais que d'un point de vue financier, Tu récupéreras tes ce sous quoi qu'il arrive avec hyper Simon. carré, tu Ah vois. ouais, Simon c'est carré. Hyper carré. Par contre, un mec qui aurait un problème pour envoyer un produit, Il m'a pété un câble. Simon, jamais il paye les frais de port, tu vois. Mort, tu vois. Même s'il est en tort, tu vois. Jamais de la vie, tu vois. Même limite, il facture le temps passé à écrire le mail, tu vois. Bon, j'espère que Simon le prendra pas mal, ce que je viens de dire, tu vois.
Toi, c'est dangereux parce que t'es un passionné d'objets. À moi, tu peux revenir, le compte en banque, il fait la gueule. Hein. Je pense, je reviens, toutes les armes ont été utilisées. Tout a Pour été voir. testé C'était pour avec, tester, c'est pour que le client soit content. avec des explosions de certaines carabines pour voir si elles tiennent, tu vois. C'était pour que le client soit content, nous. Mais on d'un aime autre le- côté, t'es un bon commercial. Ah. Donc ça pourrait aussi être très bénéfique, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut un mix des deux. Pas mix des deux. Il faut un Simon qui contient le gars qui peut faire des conneries, ouais. C'est pour ça que ça marche bien. Ouais, c'est pour ça que ça marche bien, ouais. Tu préfères avoir une arme super précise mais pas fiable ou une arme qui est pas précise mais qui est toujours fiable? Alors, dans le monde du TLD, des armes hyper précises mais pas du tout fiables, c'est un peu, non, c'est un peu légion quand même, hein. Ah, il y en a une qui me revient quand même fortement à l'esprit, bro. Non, moi j'en ai plein en tête parce que bah du coup forcément plein de clients qui font des compètes Ouais. et des mecs qui cliquent, le coup part pas ou le la balle reste coincée dans la chambre parce que l'éjecteur fonctionne pas. Ou le chargeur Il y en qui a merde. quand même pas mal, ouais. Il y en a Ouais. quand même pas mal. Donc vu que c'est un peu légion quand même, Tu ça me préfères gêne pas d'avoir un truc qui est pas fiable, Ouais, quoi. surtout que nous, on n'a pas un besoin militaire ou Je fais chose. pas la donc, guerre, moi je m'en fous, tu Ouais, vois. c'est clair. Pareil. Au moins, ça tire droit. Tu préfères faire du TLD avec une carabine ultra légère ou aller au chamois avec une Shaytek de 20 kilos? Ouais. Pour avoir fait le chamois avec beaucoup de matos, je préfère faire du TLD avec une Non, et carabine en puis je peux carbone. pas dire que je vais péter un chamois au Shaytag parce que voilà, c'est. Après, tu peux prendre une Shaytek sous-calibrée, c'est pas l'histoire du. C'est plus le transport du truc, quoi. Déjà, moi, ce qui est certain à 2000%, c'est que je suis pas intéressé de tirer sur des animaux. Oui, c'est pas ton truc, toi, clairement. Donc, si on va, par exemple, au chamois et qu'il y a des gens, ils sont parfaitement heureux de tirer sur un chamois, je peux comprendre la démarche, tu vois, Ouais. le fait qu'il y ait la régulation, ça s'impose aucun problème. Par contre, si j'ai le choix de ne pas le tirer, bah, je le tire pas, je m'en fous, tu vois. Ouais, c'est plus Donc, du expérience. coup, le tirer un chamois au Shetak, ça m'intéresse mais pas du tout, tu vois. C'est plus pour l'aspect, le devoir transporter le truc, quoi. Parce que putain, c'est. Ah, le transport. Ouais. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu préfères subir le recul d'une carabine ultra légère en TLD ou trimballer un truc de 25 kilos? C'est avec Étienne. On lui file, il apporte. Étienne, tu lui files. En fait, Étienne, le seul moyen pour que tu le convainques du Shetak, il faut que ce soit un bullpup. Oui, il adore les bullpups. Tu lui Etienne. dis, c'est une crapahute. Elle est en 375 Shetak, le mec, il va la porter avec Et un bar- avec un bonheur le plus parfait. Ouais, c'est vrai, putain, Etienne, c'est. J'espère qu'un jour on pourra vous présenter les crapaudes d'Etienne parce que c'est exceptionnel. Tu préfères battre le record du monde de TLD mais personne ne le sait Ouais. ou essayer et échouer mais en faire une super vidéo? Non, parce qu'au final, je pense que je préférais que ça se sache pas. Ok, moi c'est l'inverse. Je Ah ouais? préfère en faire un beau projet parce que en fait, par principe, tu fais un record du monde, donc c'est une distance. Ouais. C'est pour une valeur qui est relative par rapport à l'ancien record. Ouais. Du coup, c'est pour te comparer à quelqu'un, donc t'as envie que si tu le fais pour que les gens le sachent. Mais du coup, sinon, t'as autant tiré loin et tu t'en fous. Enfin. Ouais, moi ça me plairait parce que à titre perso, j'avais des objectifs dont j'ai jamais parlé sur certains types de tirs que j'ai pu faire et j'ai pas ressenti le besoin de le partager. De un, parce que certains, à mon avis, et les gens croiraient que je mens, tu vois. Mais non, non, franchement, plus la première option. La deuxième option, moi je suis un spectateur, tu vois, aussi. Et quand je regarde des vidéos tard le soir sur des mecs qui réparent des bagnoles et qu'à la fin de la vidéo, il passe la troisième, il explose le moteur, ça m'emmerde, tu vois. Ça m'emmerde et pour lui et pour moi, parce que je me dis, je viens de passer 1 heure et demie à regarder un mec monter un projet, il vient de péter le moteur, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'énerve parce qu'après, j'ai cette attente de la prochaine vidéo qui n'arrivera peut-être pas où il y aura la finalité. En tant que créateur, moi je préfère largement faire le projet parce que déjà ça sera un projet vidéo exceptionnel. Ouais. Et même si c'est raté, on va dire personne t'en voudra de pas avoir réussi à battre un truc que personne n'arrive à battre. Donc Ouais. au moins si j'arrive à en sortir un beau projet, moi c'est pour ça que je fais tout ça. Et je préférerais ça, je pense. Ouais, ça se défend. Et enfin, dernière question. Tu préfères devoir tirer avec tous les gens qui te demandent ou toujours tirer tout seul? C'était bien? J'ai bien choisi les questions? Ouais, c'était cool. varié. C'était cool. J'ai beaucoup parlé pour pas grand-chose, je pense. Faut que tu justifies. Parce qu'après, quand tu seras au tribunal qu'on appelle les commentaires YouTube, Ah bah heureusement oui, que tu oui. seras justifié. Ouais, l'armurier, il se prend pour qui? Ouais, oui, oui. Les grands classiques, tu vois. Bien qu'encore les gens sont bienveillants. Franchement, je trouve justement, c'est un vrai sujet que des fois je traîne sur d'autres chaînes YouTube, mais même qui n'ont rien à voir avec le tir. Hein. Je dis, mais je ne sais pas si je continuerais à laisser les commentaires ouverts si les gens étaient comme ça, quoi. C'est vrai qu'il y a certains domaines sur YouTube où
Les gens, ils sont horribles. Ils sont horribles. Et je dis ça alors que moi, les commentaires négatifs, ça me touche pas du tout. Au contraire, ça me fait souvent marrer. Parce que j'en ai très peu. Mais quand tu tapes des centaines ou des milliers de commentaires négatifs par jour, je pense à Baptiste, quand il était sur YouTube, enfin, qui était quelqu'un de très clivant, je me disais, mais les gens sont infernales avec lui. T'as envie de leur dire, si ça ne vous plaît pas, regardez autre chose. Enfin, Ouais, bah après, c'est comme ça, quoi. Selon les sujets abordés, effectivement, tu as forcément à un moment donné 50% de la population qui va penser à l'encontre de toi. Et alors, le pire, c'est si c'est politisé, tu vois. Ouais. Euh, Là, forcément, il y a tellement d'opinions politiques différentes que tu peux que attirer une part qui va être ralliée à ta cause et une part qu'il n'y est pas du tout. Ouais. qui va venir même avec grand plaisir te trash-talker, t'insulter, quoi. Mais nous, c'est bizarre parce qu'on a quand même un style qui est plutôt marqué. Ouais. Tu vois. Enfin, il y a une ambiance qui est quand même, c'est pas très sobre l'ambiance qu'on a ici. Bah, des gens Et qui ont des armes, oui, c'est pas très bien vu c'est généralement. ça, par ouais. le grand Donc, public. t'es déjà. Mais après, tu sais où tu mets les pieds quand tu regardes la chaîne. Et quand même, les commentaires négatifs, c'est extrêmement rare. Et souvent, le truc qu'on a, qui est assez marrant, c'est des mecs qui se prennent un peu pour des. Enfin, ça se voit qu'on n'a pas trop de connaissances en tir et qui jugent un peu des tirs où toi, en tant que tireur, tu te dis, c'est très bizarre comme avis. Tu sais, il y a eu le truc que j'avais mis sur Instagram il y a pas Ouais, longtemps, ouais, ouais. sur la vidéo 1000 mètres à la 22, un mec qui a mis, oh, si c'est pour toucher au bout du 7ème tir, faut changer de métier. Oui, mais du coup, c'est pas notre métier. Ouais, mais c'est surtout, t'as envie de dire, est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique, en fait, Bah, comme ouais, tir? ouais. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a des chaînes où les gens ils sont hyper exigeants, quoi. Et les mecs ils se font défoncer dans les commentaires perpétuellement, quoi. Mais sur le YouTube américain, notamment Armes à feu, il y a des gens, mais ils sont exécrables. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je regarde pas mal de reviews, tu vois, de vieilles chaînes YouTube. Et des fois, les mecs, ils se font mais défoncer, quoi. Le gars présente une carabine qui vient de sortir sur le marché. Et t'as des mecs qui sont là et qui lui marquent ouais, mais toi, on sait que t'es un spéculateur, que t'as acheté l'intégralité du stock, que tu t'es arrangé avec l'importateur, que tu vas nous les vendre sur Gunbroker plus cher. Enfin, tu vois des propos, tu dis, mais ouais, mais le gars, juste, il montre un truc, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà eu comme commentaire. Exactement la même chose. Ah ouais? Je l'ai eu, j'ai dû l'avoir 2-3 fois sur des objets où les gens disaient, vous présentez un truc, t'es en cheville avec ton armurier parce que vous avez tout et vous faites monter la cote, mais sur des trucs qui ont pas de sens, genre le K31 à l'époque. Ouais. Comme si t'avais acheté tous les K31 du monde Ah bah, je serais pour riche. faire Hein. monter la cote et qu'on avait prévu le tir debout, tu sais, qui t'avait fait du premier coup là. Ouais. Comme si c'était, tu sais, manigancé, scénarisé, pour après pouvoir faire monter la cote du truc. Si j'avais tous les K31 du monde, je contrôlerais le marché, donc je serais riche, tu vois, puisque les K31 sont très utilisés au tard, quoi. Non, mais c'est surtout que Mais, c'est un fusil qui est hyper courant. Il y en a Ouais, il se littéralement- raréfie quand même. Ouais, mais il y en a des milliers. Je pense pas qu'on fasse monter la cote. Je pense Bon, il y pas. a une petite hype passagère, mais c'est pas. C'est sur les armes anciennes, on va dire que la cote a toujours été Il y a déjà une montante. super cote, mais surtout que. Euh, Enfin, tu sais, c'est pas parce qu'on ressort une vidéo sur un truc qui est aussi iconique que le 431 que ça va changer quoi que ce soit. Enfin, Clairement pas. c'est des trucs qui sont tellement ancrés que. Clairement pas. D'ailleurs, tiens, il y a un exemple qui est extrêmement parfait, le FRF2. Ouais. Le FRF2, on l'avait fait à la base en pensant que ce serait une énorme bouse. Au final, on a super bien apprécié le tir avec. Et à l'époque où j'avais les FRF2, un FRF2, ça coûtait une fortune. Ouais. Et maintenant, les cotes, bon, ça coûte toujours très cher, on va pas se mentir, mais les cotes sont en train de baisser parce qu'il y en a de plus en plus sur le marché. Je pense pas qu'on va arriver à des prix extrêmement faibles, malheureusement, pour ceux qui rêvent d'en avoir un pour pas cher, mais bah, c'est 2 fois moins cher, quoi. T'imagines le stock, c'est tous les 431 de la volume. Putain. Il te faut un hangar de 431. Mais je suis persuadé qu'il y a des vieux armuriers suisses. J'ai vu des photos d'ailleurs qui avaient circulé d'un armurier suisse-allemand. Il a un espèce de grenier ou je sais pas quoi. Il y a des tonnes de K31 dans son grenier, tu vois. Ouais. Et puis, je sais pas si c'est dans une maison qu'il travaille, mais il en a des tonnes, tu vois. Il y en a encore plein de partout, de ces trucs-là, quoi. Donc c'est pour ça que le prix, il est assez stagnant, tu vois. Par contre, trouver un Moser qui a 98, Putain, tu me parlais des prix hier. Ouais, moi, j'étais encore, clinique. j'étais encore dans les prix d'il y a 10 ans, moi. Et c'est plus le cas. un très beau Moser, aujourd'hui, c'est extrêmement dur. Il y en a, mais les mecs qui les ont veulent pas les vendre. Hein. On avait un beau et puis. Bah, il a fini à la destruction. Garand aussi, c'est pareil. Un beau Garand, aujourd'hui, c'est devenu intouchable. T'en Ouais. trouves plus des beaux. Hein. Des vraiment beaux, il y en a. C'est rare, quoi. Et il y a plein d'autres marques. Enfin, je vais peut-être que là, ce que je suis en train de dire, ça va faire monter les codes. Donc, je vais arrêter sur ça. Mais Les gens, ils vont tout mettre de il côté. y a plein de modèles d'armes que je me rappelle qu'on trouvait en abondance et qu'aujourd'hui, ben, pour en trouver vraiment un beau, c'est pas facile. Hein. Ok. Et des mecs te montrent le dit modèle d'arme
Et des fois, t'as vu, j'ai trouvé ça, et le machin, tu dis, bah moi à l'époque, j'aurais vu ça, j'aurais pas acheté, tu vois. Ouais, c'est dommage. Il y a des choses qui se raréfient. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme vidéo? On a le lee and field qu'on n'a pas fait, donc faudrait que la cote monte pas trop si possible. D'ailleurs, faut qu'on achète tous les Lienfield avant de le faire, tu vois. Faire ça, justement. J'en ai déjà au moins 3, laisse-moi en acheter encore un peu, tu vois. Le Arizaka japonais. Mais Arizaka, il y a une cote très importante sur l'Arizaka, hein, je J'ai trouve, jamais hein. vu, moi. Ben, moi, j'en ai eu un par le passé. C'est bien. Ben, la munition est complexe. C'est quoi le Je calibre? crois qu'il y a Normac, en fait. C'est du 6.5 Arizaka. Ok, ouais, Et après, il y a du 7.7 japonais, je crois, ou un truc comme ça. Où là, pareil, il faut recharger, quoi. Mais ouais, le Arizaka, le vent en poupe, hein. Il y a des gros collectionneurs. Je suis déjà tombé sur des mecs qui faisaient des photos qui avaient plein d'Arizaka, quoi. c'est les 2 fusils de guerre un peu qui on n'a pas fait, quoi. Je crois pas qu'il y ait... Dans les trucs à verrou, je veux dire. Ah si, il y a le Lebel. Ouais. Mais alors, pareil, à trouver un beau Lebel, aujourd'hui, c'est dur, hein. rare, ouais. C'est dur. Il y en a beaucoup, ils sont pas beaux, quoi. Ouais, puis nous, comme à chaque fois les vidéos qu'on fait, le but c'est quand même de les faire tirer loin. Ouais. Il faut si possible une canonnerie qui est quand même pas trop pourrie parce que sinon. Ouais, faut qu'il y ait un canon miroir. Faut que le canon, il soit... Rasoir en sortie de boîte. faut que le canon soit vraiment beau. Et c'est vrai que trouver des beaux exemplaires anciens qui ont la capacité de faire de la perf, c'est pas facile, hein. J'ai trash talk le Mosin longtemps et hier. Il a bien marché, ouais. Hier, il s'est vengé de tout ce que j'ai dit sur lui. Ouais, en fait, c'est vrai que l'arme ancienne, pour le coup, c'est un bon placement, je pense. Je pense aussi, ouais. Surtout qu'en plus, par définition, il y en a plus de fabriqués. Non. Donc, quantité C'est ça. limitée. Mais si vous voulez faire un peu de spéculation là-dessus, prenez des beaux exemplaires quand même. Ouais. Parce que moi, par exemple, j'ai un Mosin Nagant qui se fait le pire. C'est-à-dire avec le boîtier, t'as les traces un peu de piqûre de rouille et la bouche est fraisée. Ouais. Bon, bah, c'est pas le. Si un jour le Mosin Nagant devient rare, ce qui sera pas le cas parce que c'est un des fusils les plus courants. Mais ça sera- s'il est... Ah ouais, c'est vrai? Mm. Tout devient rare en fait. Il se raréfie parce que ben, le principal dépôt de stockage qui était en Ukraine à Soledar ou Solenar, je sais plus, Et après, boum sur la gueule. c'était en Ukraine dans des mines de sel. Bah, les mines étaient passées sous contrôle russe. Je sais pas si c'est encore le cas. Et on voyait le mec de Wagner là, qui s'est fait buter dans un avion. Là. Il avait des Thompson. Et il y avait un énorme dépôt. Et la plupart des Mosin Nagant qui étaient sur le marché européen, ils venaient de là-bas. Donc déjà, il y a ça. Et deuxième chose, ben, d'un point de vue douanier, tout ce qui est russe ou qui contient de l'acier russe ou qui est susceptible de financer le régime russe est refusé systématiquement à l'importation. Bah, mon Mosin Nagant, il cote alors maintenant. Ouais, Cote puis fort, ben, bon, après, c'est pas non plus des machins qui valent 2000 euros, mais malgré tout, ouais, le Mosin devient un objet qui se raréfie. On en trouve encore, mais ben, il y en aura plus qui vont rentrer, je pense, récemment, dans les prochains mois, quoi. C'était le cas avec les vrais AK-47 d'époque. C'était déjà rarissime, maintenant c'est. Alors en France, oui, c'est rare. Oui. Bon, toi, t'auras eu tous les modèles dans ta vie, mais bon. C'est le but. c'est le but. Faut savoir que Jordan, il joue à un jeu avec des cases à cocher. Ouais. Et que là, le tableau de cases à cocher, il n'y a plus beaucoup de trous quand même. Ouais, il y en a encore un paquet, hein. Parce que des systèmes d'armes, il y en a beaucoup, mais des systèmes d'armes qui Qui m'intéressent. te font envie, ouais, tu disais hier, c'est la fin. Ouais, en fait, dans ma vie, il faut que j'ai possédé l'espace d'un instant l'objet. Je suis pas un mec qui va se faire enterrer avec, contrairement à d'autres qui entassent, tu vois. Ouais. Mais il faut que l'espace d'un instant, je l'ai pour jouer avec, pour voir comment il est fait, le démonter. Et parfois, je décide de le garder un petit peu plus. Parfois, je dis non, bah c'est bon, j'ai vu ce qu'il y avait à voir et suivant. Mais ouais, là, on arrive dans des trucs de débiles mentaux, ouais. C'est de plus en plus gros, de plus en plus lourd et de plus en plus cher. C'est ça. Là, il y avait le M82 récemment, là. Ouais. Il fallait que j'en ai un à l'espace d'un instant. Mais tu l'auras, ce Panzer que tu cherches à avoir. Ouais, les véhicules, je fais pas, c'est mort. Ça prend trop de place. Mais il y en a, ils font les véhicules, ouais. T'imagines les mecs qui s'achètent des chars et tout. Je sais qu'il y a un mec en France qui est très connu, qui a un musée d'ailleurs. Lui, il est passionné de véhicules. Ouais. Et sur certains trucs, de ce qu'on m'a dit, il y a des budgets, ils sont illimités, tu vois. Mais en plus, le véhicule, par définition, c'est chiant parce que t'as un entretien, tu sais, si tu veux l'utiliser, t'es pas sûr que ça marche et tout. Le flingue, tu l'as, t'y touches pas pendant 30 ans, il marche toujours aussi bien, tu sais, t'as rien à faire, c'est inerte. Là où le Ouais. véhicule, si tu touches pas pendant 30 ans, quand Ouais. tu vas tourner la clé, ça va pas être la même. Hein. Ouais, et puis sur une arme, réusiner une pièce un peu difficile, sur une arme rare, bon, bah ça a des coûts, mais c'est pas des coûts titanesques.
Demain, si tu dois faire réusiner des pignons de boîte pour un char allemand qui a été produit en très faible exemplaire et dont tu ne connais pas la pignonnerie, tu vois, je pense que là, ça va commencer à être compliqué, tu vois. Ouais, clairement. Donc, non, faut rester sur des choses qu'on peut faire, quoi. Là, c'est beau. Fin du jeu pour le GI. Il a gagné. Non, il y a encore plein de trucs. Puis en plus, il y a des évolutions technologiques qui arrivent, quoi. Oui. Il y a 8-9 ans en arrière, ce qu'on tirait en TLD... Tu vois, l'exemple du 7 PRC. J'étais à contre-courant, enfin, contre le marché. T'es Tu vois. influencé, on peut le dire. Je suis un influenceur à la base. quand même. Je disais, ouais, le 7 PRC, c'est encore un calibre PRC, on va s'en mettre 50 en stock, et puis à la fin, on n'en vendra pas un seul. Au final, peut-être qu'on n'en vendra pas un seul, mais d'un point de vue qualité de balistique, où j'étais pas du tout convaincu, je trouve que je commence à l'être, tu vois. Ah, moi, putain, je dois en reparler un peu. Je suis content, c'est mon chouchou, cette PRC. Dès que c'est sorti, je me suis dit, c'est parfait. C'est conçu pour être parfait. Ouais, En fait, c'est. Le truc, c'est quand vous avez une. Moi, j'ai longtemps dit, pas de Magnum, pas besoin de Magnum. Le Magnum, c'est trop cher pour ce que ça fait. J'en ai pas besoin, j'ai pas des distances pour exploiter un Magnum. ouais, Et du coup, je m'étais dit, ouais, 6.5 Creedmoor, c'est top. Sauf qu'en vérité, le 6.5, quand tu passes les 1100, 1200 mètres, t'es quand même un peu à bout. ouais, Et le 7 PRC, c'est vraiment. J'en ai parlé, il y a toute une vidéo dédiée. Le truc où t'as un flingue qui est pas avec un calibre qui en volume et en taille est gigantesque, mais qui a quand même des perfs qui sont, ouais. pour le coup, impressionnantes. Hier, on compare au 416 Barrett. Bon, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment un mi-chemin entre le 416 Barrett et le C5 Creedmoor, quoi. Tu vois, Ouais. c'est. Donc c'est quand même un gros calibre qui est pas trop coûteux à recharger. Si vous rechargez pas, laissez tomber, c'est même pas la peine. Ouais. Mais c'est quand même un truc intéressant. Et je pense que ça va faire mal à des calibres qui, historiquement, qui ont les mêmes avantages que le 308, ils sont utilisés par l'armée, comme le 338, qui au final devient vieillissant en termes de perf. Et aujourd'hui, un 338 de base aux formes CIP avec des ogives un peu classiques, bah c'est performant, mais le 7 percé lui met la mine, quoi. Donc c'est dommage. Ah, le 416 Barrett, là, j'ai des visions d'hier, là. C'était quoi le clic à 650 mètres 26. 2 clics à 350 mètres. Et surtout 100% de coup au but. Bah, c'est un canon, le machin, quoi. Bon, par contre, les gongs, ils ont eu mal. Hein. Ah ouais, il y avait des trous dedans. Bah, J'ai en pas fait, regardé. Noé, il a retrouvé déjà. Je sais plus, Ah ouais, le projectile. Le projectile est éclaté. Le truc est large comme ça, le projectile. Ouais. Enfin, c'est éclaté. Et les gongs, ils sont percés. C'est les gros gongs qu'on met, c'est des disques pour travailler le sol dans les Ouais. champs. C'est quand même de l'acier costaud. Ils sont percés et ça fait fleur derrière. La ferraille ouais du disque. Ah, mais c'est. C'est Ouais, pas de la perfo ou quoi, hein, c'est vraiment du standard en cuivre. Ça faisait plusieurs années que j'avais pas tiré au 416 Barrett, là. Et. C'était propre. Quel plaisir. Le truc, le canon, il fait la taille le diamètre d'une bouteille d'eau. Ouais. Le canon. Ouais. Dites-vous que quand on l'amenait du bureau à la voiture, on le déplaçait à 2 personnes. Ouais, pour pas se faire mal au dos. Ouais. Est-ce que vous déplacez des armes à 2 personnes vous Ouais, faut le voir comme une mitrailleuse de calibre 50. Hein. Tu le déplaces tout seul, tu te casses le dos, t'es à deux, t'es bien. Quoi. Quand elle était sur la remorque, tu veux la décaler pour la. Tu peux pas. Ah, horrible. Tu peux pas la décaler. Parce qu'il faut la prendre à bout de bras. Ouais. C'est. Tu penses qu'elle pèse combien? On l'a pas pesé. Elle a passé les 30 kilos. 35 kilos. Comme il dit le mec dans la vidéo de la fabrication de son 20 mm là. Ah oui. 35 kilos, ouais, ça fera 35 kilos. Énorme. Putain, mais tous les mèmes du Ouais. mec de PGM. Ouais, il est à énorme. Ce l'époque. mec là est énorme. Incroyable. Dommage qu'il soit mort. 20 mais- mm. Et ça, va falloir casser le recul, mon copain. C'est vraiment ça. Ouais. Mais ouais, le 407 Barrett, incroyable. Franchement, non, c'était bien. Bon, le Joe, fin de podcast. Fin de podcast. C'est 2 heures. On a beaucoup parlé. Et je pense qu'il est temps de, Non, mais- je pense qu'il est temps de se la fermer maintenant. Voilà. Ouais, non, c'est pas mal. J'espère que ça a plu à tout le monde. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire, posez des questions si vous en avez. On refera un podcast dans 1 an et demi pour tenir les gens au jus. Ouais. Sauf s'il se passe une folie entre temps, mais pas mal de beaux projets qui arrivent là, vidéo. Sachez que de mon côté, il y a aussi pas mal de trucs perso qui vont arriver, donc niveau timing, on va essayer de Ouais. maintenir la cadence, mais ça devrait le faire. Normalement, tout est fait pour que ça se passe bien. Abonnez-vous au J, Ouais. et on se dit à la prochaine. À bientôt.